On va parler de l'art de streamer parce qu'on nous a demandé ça. VA2 voulait savoir. Et d'abord, Patrice, je tiens à faire un disclaimer en partant. Oui, Premier disclaimer, ça va être lourd ce soir. Je vous le dis, là, il y a du stock. Et oui, hein. moi, j'ai de la difficulté à m'arrêter. Fait que ça va être lourd. Deuxième point, on pourrait nous considérer comme des débutants avancés. Oui, OK? Fait que imaginez-vous pas qu'on est des super streamers. On est très, très loin de ben des gens, mais on a une petite avance sur certaines choses. Donc, sachez prendre avec un grain de sel ce qu'on vous dit parce que, évidemment, on n'a pas l'expérience de tous les équipements, de tous les appareils, puis on n'a pas la réponse à tout. Et pour le reste, bien évidemment, chacun de nous va montrer un peu comment on s'y prend. Mais moi, je vais faire un petit tour d'horizon sur ce que ça prend. J'ai classé ça en 4 catégories. Les matériels nécessaires, les logiciels de diffusion, les matériels qui sont optionnels, qu'on n'est pas obligé d'avoir, mais qui peuvent améliorer la vie. D'ailleurs, Patrice en a quelques-uns. Et on va parler aussi des paramètres de diffusion. Vous comprendrez que je ne rentrerai pas dans les détails de chacun des sites, de chacun des paramètres existants. Il y a en masse de vidéos YouTube qui expliquent ces choses-là. Des fois, c'est juste de savoir que ça existe ou le terme qu'il faut chercher pour aider. Puis c'est ce que je compte faire ce soir. Donc, c'est vraiment une introduction. Donc, ne soyez pas fâchés si on ne couvre pas tout. Donc, pour l'équipement du streamer, évidemment, Patrice, on va commencer par le début, les caméras de diffusion. Puis, je tiens à dire que ça a été la partie la plus difficile pour moi parce que je suis du genre à vouloir partir tout de suite, tu sais, tout de suite avec le kit de streamer à 6 000 et c'est pas réaliste. non, Il faut arrêter de vouloir faire ça en partant, de se dire: «Je vais m'acheter la» tu sais, si vous avez de l'argent, allez-y, là, mais il y a pas juste l'argent, il y a aussi le fait que plus vous allez avoir de l'équipement cher, plus il y a des paramètres à connaître et à comprendre et à ajuster et plus vous avez la chance de tomber dans quelque chose que vous avez aucune idée de comment c'était et là, vous vous retrouvez dans une situation où finalement c'est à chier, excusez-moi le terme, puis vous ne contrôlez pas du tout votre gear. Donc, il vaut mieux peut-être des fois commencer un peu plus lentement avec des systèmes que tout fonctionne bien en partant, que vous avez peut-être un peu moins d'ajustements possibles, mais que à la longue, vous pourrez ajuster. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, vous devez vous demander aussi quel genre de diffusion vous voulez faire. Donc, est-ce que c'est une diffusion derrière bureau, un peu comme on fait actuellement? Donc, on a chacun notre studio, ça bouge à peu près pas, donc c'est fixe, les paramètres ne bougent pas. Versus, vous voulez être quelque chose de plus mobile, vous voulez aller à l'extérieur, vous voulez vous promener, ben, votre type de caméra va devoir s'ajuster, peut-être avoir deux caméras ou avoir d'autres types de caméras. Ça, c'est un point. Puis, dernier point, il faut savoir que c'est tout à fait possible de streamer avec votre cellulaire, votre tablette et d'avoir une qualité plus que satisfaisante, quelques petits ajustements, sans devoir dépenser beaucoup d'argent et c'est correct quand vous commencez. Donc, mettez-vous pas la pression comme moi je l'ai fait au départ en vous disant ça prend ça, ça prend ça, ça prend ça. C'est pas utile, puis des fois, ça ralentit la courbe d'apprentissage, comme je l'ai dit, parce que vous avez trop d'affaires à paramétrer. effectivement. Pour les cellulaires, bien évidemment, vous pouvez utiliser votre cellulaire, comme je vous disais. Ça se fait super bien. Vous achetez un petit kit de trépied. Il y a beaucoup de logiciels de diffusion qui acceptent la possibilité d'avoir des caméras autres ou des caméras en Wi-Fi ou en Bluetooth qui s'ajustent tout seuls, qui sont super faciles à ajuster. Et quand ce n'est pas possible, la plupart des téléphones actuels, que ce soit iPhone ou autre, peuvent être branchés directement via un câble HDMI à la télé ou à votre PC ou ces choses-là. Donc, il y a possibilité d'enregistrer directement à votre ordinateur avec un téléphone cellulaire quand vous ne trouvez pas comment le connecter sans fil. Les caméras. La première caméra que je vous montre, c'est des caméras semi-professionnelles. C'est dans les top. Il y a évidemment des caméras à 5 000 à 6 000 là. Oh, oui. Moi, ce que je vous montre, c'est quelque chose d'abordable. Le Lumix G7 sans miroir, autour de 699. Super qualité, autofocus, ces choses-là. Il fait des belles photos. Par contre, il faut savoir que quand vous achetez des appareils soit réflexe, soit sans miroir, ils ont un désavantage et Patrice en a fait les frais au départ, c'est que ces caméras-là ne sont pas faites pour faire de la vidéo non-stop. Donc, on peut enregistrer un clip vidéo de quelques minutes et éventuellement, l'appareil va chauffer à cause de l'utilisation et de Oui, la batterie, ces choses-là. Et les appareils comme ça sont programmés pour s'auto-éteindre après un certain temps. Vous comprendrez que faire un
un live qui dure 3 heures avec ça, ben, c'est pas possible à moins de truquer l'appareil en achetant une demi-batterie, c'est-à-dire c'est une batterie qui est branchée à un câble électrique qu'on branche dans la caméra qui permet de l'alimenter de l'extérieur sans pile. Et là, on peut aller tweaker parfois dans les paramètres pour désactiver la fermeture automatique de l'appareil, mais c'est pas toujours souhaitable. Et il faut comprendre que ces appareils-là sont moins chers, mais ils ont ce petit côté-là un peu poche. Puis là, si on veut des appareils qui permettent de filmer non-stop, ben là, on parle au-dessus de 2000 $, puis on n'est Oui, pas oui. du tout dans la même gamme d'appareils, mais ça peut bien faire l'affaire. Pour ceux qui font des pods demi-heure, 1 heure, ces choses-là, c'est parfait. En fait, mon expérience sur la dummy battery, là, j'en ai une. Effectivement, on peut jouer avec les paramètres de la caméra pour ne pas qu'elle s'éteigne rapidement, mais il y a tout le temps un point où elle va s'éteindre. Donc, Ouais. ma solution, c'est bon, l'été, j'ai pas de problème, j'ai de l'air climatisé et la trappe est au-dessus. Mais l'hiver, quand je chauffe, le problème, c'est que c'est de la chaleur qui est envoyée. Donc, j'ouvre une fenêtre une demi-heure avant, je la laisse, j'ouvre 2-3 centimètres, là, et juste ça fait qu'il n'y en a plus de problème. L'aération se fait, puis je la ferme Mhm. après ma diffusion. Donc, des fois, c'est une solution super simple d'aérer pour éviter Mhm. qu'il y ait une trop grande chaleur. Exact. Prochain appareil, c'est, Patrice, le winner de tous les temps. C'est, la raison des hoodies. Ouais, c'est Oui, ça. parce que des fois, il fait froid. Fred. La caméra de tous les temps du bon streamer qui est la caméra à tout faire, le héros des temps modernes. Et je regrette presque même ma Logitech Brio 4K qui est au-dessus, c'est la Logitech C922 Pro. Faites le tour des Twitchers de ce monde. À peu près tout le monde qui a une webcam, c'est celle-là qu'ils utilisent. Elle est 1080 au niveau HD. 85 environ. C'est une caméra qui est excellente côté qualité, côté luminosité, côté ajustement, ces choses-là. Elle fait super bien la job. Donc, vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers de dollars. Si vous avez une idée de faire quelque chose fixe, c'est parfait. Si vous voulez semi vous bouger dans la pièce, vous pourriez avoir plus long de câble avec un trépied, puis là, déplacer votre caméra. C'est quelque chose qui se fait, mais évidemment, vous ne pourrez pas aller dehors avec ça, à moins d'avoir un système d'alimentation à part dans votre sac à dos. Mais c'est une excellente caméra. Oui, oui. Et je l'ai, vous allez le voir tantôt. Là, c'était ma première webcam que j'ai achetée. Euh, Troisième, la Razer Kaio Streaming Webcam à 100 Oui, pièces. Donc, qui est bien qui coté, est hein? très bien, un beau petit ring de lumière autour, bon rendu de couleur, bon ajustement. Ça permet de faire des doubles enregistrements pour ceux qui utilisent XSplit, donc c'est comme déjà intégré XSplit. Oui, oui. Par contre, elle chauffe rapidement, puis peut avoir des problèmes d'autofocus dans certains environnements lumineux ou tout dépendant. Mais c'est un bon choix à 100 $. Moi, perso, j'adopterais plus la Logitech C922, qui est un choix hyper stable, Oui, oui. mais c'est un choix qui est aussi valable. La prochaine, évidemment, c'est la Canon R800, qui est une caméscope qui fait le travail. Mais évidemment, vous devez comprendre qu'une caméscope va avoir l'avantage, mais il y aura pas tous les avantages. Donc, dans ce cas-ci, on n'aura pas le trouble de surchauffe qu'on a sur les caméras DSLR ou les caméras sans miroir. Par contre, on va avoir une grande durée d'utilisation, mais peut-être un peu moins d'ajustement au niveau de la luminosité. Puis, c'est assez fixe, là. Tu ne peux pas trop jouer avec la caméra. Si Non. tu veux avoir un caméscope d'hyper qualité pour aller faire du 4K ou whatever, ben là, on parle dans les 3, 4, 5, 6 000 pour une caméscope de qualité professionnelle avec des lentilles et des ajustements. Évidemment, on est hors de prix pour quelqu'un qui commence normalement. L'autre, évidemment, la GoPro Hero 8, 399 idéal pour faire des shots live. Il vend des milliers d'adaptateurs pour fixer après un vélo, après votre chandail, après votre casquette, votre casque, votre auto, des suces pour mettre dans tous les sens. Donc, c'est une caméra qui est hyper versatile. C'est une caméra qui est hyper fluide en termes d'enregistrement. Elle permet un certain nombre de fonctionnalités live. Donc, vous pourriez l'utiliser sur un trépied à la maison pour faire des lives. Elle peut se connecter à votre logiciel en Bluetooth ou avec un câble. C'est assez limite. Encore là, l'alimentation de cet appareil-là est limitée
et j'ai pas vu de demi-batterie pour les Hero Pro. Je présume que ça existe, Patrice, là. Ça me surprendrait Peut-être, que quelqu'un non, peut je penser à ça, là, ouais. mais j'en ai pas vu. Donc, fait que c'est ça pour les caméras, Patrice. Je sais pas Et si toi, tu veux parler de la tienne, vite, vite, non, mais je vais ou revenir tu vas en parler tantôt, tantôt? mais tout ce que je OK. veux dire, puis ça va être vrai pour beaucoup des sujets que tu vas aborder. Durant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont procurés des équipements et là, ils commencent à en avoir de plus en plus à vendre. Et Ouais. sur Marketplace, sur Kijiji. Donc, Ouais, ils s'en servent plus. Oui. si vous voulez faire des acquisitions, ça peut être intéressant d'aller vers le marché de seconde main là, pour faire des économies quand même substantielles compte tenu du nombre qui risque d'y avoir à vendre, là. Autre chose que je tiens à mentionner, moi, je l'ai utilisé plusieurs fois. Je pense que j'en ai parlé 2, 3 fois dans l'émission. Amazon utilise aussi la possibilité de faire des paiements mensuels sur certains types d'équipements et DJI, GoPro font partie des compagnies qui acceptent les paiements mensuels. Donc, vous tapez paiement mensuel GoPro, Oui, vous allez voir quelque chose comme 5 paiements faciles de 59,99 pendant 5 mois ou pendant 12 mois. Là, c'est soit 5 mois ou 12 mois. Donc, ça peut vous faciliter l'acquisition d'un équipement. Ça peut être une bonne solution pour vous. Maintenant, les microphones, Patrice. oui, Évidemment, j'ai commencé avec un microphone pas cheap, mais de base, là, un Fifine, je pense qu'il avait payé 50 $. Ça faisait la job, mais évidemment, l'étendue de la gamme sonore à laquelle le micro est sensible est pas évident. Puis ça, je vous dirais, si j'avais à choisir en rétrospective, en reculant en arrière, entre une excellente caméra ou un excellent micro, j'opterais d'abord pour l'excellent micro avant la oui. caméra. Oui. Moi, j'avais mon premier, vous allez voir tantôt, mon premier micro, c'était un Blue Yeti, là. Mhm. Et rapidement, je me suis aperçu que, bon, ben, oui, il y avait moyen de l'optimiser, là, mais il fallait Oui, de passer à autre demander chose. t'atteins son mur. Oui, oui, Puis oui. il faut savoir que dans les microphones, il existe deux types généraux. Il y a les omnidirectionnels qui vont capter tout le tour et tu as les cardioïdes qui ont une espèce de dessin en forme de cœur qui vient capter vers le devant. Et ces micros-là ont l'avantage de moins capter autour de vous le bruit environnant. Donc, si vous avez un téléviseur à côté de vous, quelque chose qui joue, c'est avantageux d'avoir ce type de microphone versus un omnidirectionnel. Ou encore là, si vous avez un omnidirectionnel puis que vous avez quelqu'un assis à côté de vous dans la même pièce puis qui veut commenter, ben là, dans un omnidirectionnel, va être plus avantageux pour vous. Donc là, il faut faire un choix parce que les micros qui font tout, ça n'existe pas. Mais moi, je vous conseille les cardioïdes. Et je vous conseille aussi d'aller voir la gamme, l'étendue de la sensibilité. Donc, ça s'exprime en hertz de temps à temps. Et je vous présente 2 modèles, 2 ou 3 modèles là, qui sont des de base. On a le Blue Yeti, qui est un des micros qui est dans les plus populaires, qui Oui, est assez oui. abordable, 180 $. C'est pas le meilleur micro, mais c'est un micro plus que correct, qui fait excessivement bien le travail. Il a l'avantage d'être solide, bien conçu. Il vient avec un système logiciel, donc on peut faire des ajustements dessus directement. Le son est riche. Il y a plusieurs accessoires pour le fixer, donc des bras de fixation, tout ça. Les fixations sont assez standards, donc on n'est pas obligé d'acheter les fixations propriétaires à Blue Yeti. Et vous pouvez avoir une connexion casque 3.5, un câble 3.5 en même temps que votre USB, ce qui vous permet de faire du monitoring dans le cas où vous ne passeriez pas par votre logiciel ou si vous passez par une console de son. Donc, c'est quelque chose qui est un mode super utile. Puis, vous avez des ajustements au devant pour ce qu'on appelle le gain. Le gain, c'est la puissance, donc c'est l'amplification à laquelle on rajoute à la base sur le microphone. Et c'est un microphone USB, ce qui fait que ça se Ouais. branche bien sur n'importe quel ordinateur et ça fonctionne dès qu'on le Ouais, branche, là. yes. Prochain téléphone, prochain microphone, c'est celui que j'utilise. C'est un Shure MV7. C'est encore là dans les tops populaires à travers le monde du podcast ou du streaming. Vous l'entendez, c'est un micro qui fonctionne très bien. Petit désavantage, quand vous achetez le micro, il est assez cher, hein, 360 quelques dollars. Il ne vient pas avec un stand. Donc, vous vous retrouvez, si vous regardez, juste avec la partie microphone ici. Par contre, il vend les adaptateurs pour pouvoir le fixer à d'autres bras, ces choses-là. Mais si vous voulez avoir un stand, il faut penser avant l'achat de l'avoir.
Ouais. Gros avantage du MV7, en plus d'être solide, bien construit, il vient avec un connecteur XLR, comme vous voyez dans l'image, qui est l'espèce de connecteur Connecteur à rond. microphone professionnel là, Ouais. qu'on peut brancher dans des consoles de sonorisation. Et vous pouvez faire un branchement USB et 3.5 en même temps. Donc, vous pourriez avoir les trois branchés et ça va fonctionner. Ça, c'est un super avantage. On a un ajustement sur le devant tactile, donc pour augmenter le gain. Évidemment, ça vient avec sa suite logicielle, ses filtres, ajustement equalizer, ces choses-là. C'est un micro qui est qualifié de semi-professionnel. On parle de micro professionnel quand on parle de quelque chose qui est au-dessus de 1000-2000 $. Là. Ouais, ouais. On est dans une qualité quand même semi-professionnelle. Puis, autre gros avantage que je ne savais pas, Patrice, le MV7 est qualifié MFI de Apple. Donc, on peut le brancher en USB à l'aide d'un dongle directement à votre iPad ou votre iPhone et vous en servir comme micro pour faire de la prise sonore à l'extérieur quand vous filmez. Il n'utilise presque pas de courant, là, c'est quelques watts, là, Ah 1 oui, milliwatt, 2 watts. Et c'est un micro hyper utile parce qu'il ne fait aucune amplification directement au micro. c'est Donc, bien. c'est vraiment ça coche comme choix. L'autre chose, ce qu'on appelle de mémoire des lavaliers, ce sont des petits microphones portatifs. On voit beaucoup de YouTubeurs, de streamers utiliser ça, surtout pour ceux qui vont faire de la diffusion debout. Donc, si vous voulez, vous êtes en atelier, je parle à toi VA2, là, si tu fais de la présentation devant un atelier, puis tu présentes des choses, tu te déplaces moindrement un peu. Évidemment, le top notch de la catégorie, c'est les Rode Wireless Go 2. Il y a le Go 1, évidemment, qui sont des petits bidules USB avec batterie, tout ça. On a le bidule émetteur après la poche, puis on a le bidule récepteur branché à l'ordi à l'autre bout. Et, et on y connecte le micro dessus. Évidemment, il existe d'autres modèles qui sont complètement autonomes, là, avec un aimant qu'on peut se brancher dans le chandail puis qui vont se connecter sans fil à votre iPad, votre iPhone, votre Samsung, whatever. Mais là, si on veut faire quelque chose d'un peu plus professionnel, ces appareils-là ont aussi la possibilité de montrer le nombre de canaux qui est utilisé. On peut avoir 2 micros branchés sur un appareil. C'est vraiment ça coche. C'est quand même assez cher, 260 $. Et ça vient aussi avec les petites têtes échafourées, échevelées pour quand on est à l'extérieur et qu'on veut éviter le vent. Donc, c'est vraiment bien fait. Et la dernière solution, Patrice, qu'on a tendance à oublier, Oui, oui. j'ai mis les AirPods Pro, mais AirPods, et mettons dans cette catégorie-là, tout écouteur Bluetooth ou même écouteur filaire qui, sachez-le, est 100 fois mieux que le prise microphone de votre tablette ou de votre Ben cellulaire. oui, ben oui. Donc, si vous faites un blog en extérieur, que vous avez un trépied, vous avez votre cellulaire, vous faites un setup, vous regardez, la prise est belle, tout est beau, il vaut mieux utiliser vos écouteurs, vous allez avoir la possibilité d'enregistrer. Et une chose que vous ne voulez pas faire, c'est faire de la post-synchronisation parce que si vous enregistrez le son, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire, là, enregistrer le son dans un autre équipement. Mais là, vous rentrez dans le domaine vous allez devoir vous trouver un logiciel qui fait de la post-synchronisation sonore avec votre vidéo. Et là, vous pouvez vous y perdre rapidement parce qu'il y a des millions de solutions pour le faire. Il y en a qui sont automatiques ou presque, versus d'autres qui sont hyper complexes et qui demandent des notions techniques. Donc, si vous débutez, allez pas là. Ma recommandation, t'as-tu terminé avec les micros, Oui, Patricia? oui, vas-y, vas-y. Ma recommandation pour vous, là, c'est pas un micro en particulier. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, là. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Podcast Age, en un mot. Podcast Age. Et le gars, il teste tous les micros. Et il les teste pour la voix, il les teste pour de la musique, il les teste pour... Bon point. et il fait des comparaisons aussi des fois. Il refait des revues. Il les fait tous individuellement, puis après ça, des fois en groupe. Et il vous donne vraiment les pour, les contre, pourquoi utiliser plus un, plus l'autre. Et c'est vraiment bien fait. Il y a des tonnes et des tonnes de vidéos. Moi, ça m'a permis vraiment, puis je vous expliquerai tantôt le micro que moi j'ai décidé d'acheter. Et je suis excessivement satisfait du résultat. Et ça vous donne aussi des fois une idée là, pour une voix donnée. OK, ce micro-là, il sonne comme ça ou il fonctionne comme ça.
Donc, je vous dis tout de Mhm. suite, là, c'est une mine d'or d'informations pour faire le bon choix si vous êtes pour investir dans un micro, que ce soit 50, 60 dollars ou 2000, là, peu importe, ils les testent tous. Tu un bon point. Puis c'est quelque chose aussi que j'ai pas mentionné tantôt, Patrice, puis tu me fais penser. J'en ai parlé rapidement, mais tu sais, vous faire une idée un peu de vos besoins. Tu sais, est-ce que ça va être l'extérieur, de l'intérieur, fixe, pas fixe, mais aussi du type de contenu que vous voulez produire. Puis des fois, on pense aussi dans le court terme en disant je vais faire juste ça, puis ça va être correct. Mais essayez de vous projeter un peu dans le futur aussi. Puis Oh, ça, oui. c'est l'erreur. Une autre erreur que j'ai faite, c'est de me dire je vais juste faire ça. Et là, tu te rends compte que tu dépenses un 300, 400 dollars sur un équipement, puis là, tu fais OK, mais il est juste pour ça. Alors que si j'avais acheté l'autre modèle à côté, ben, j'avais une option de plus qui me permettait d'aller faire autre chose. Donc, Oui. quand vous vous projetez dans vos besoins, pensez à ça aussi. C'est pas nécessaire de le faire au départ, mais des fois, ça évite d'acheter deux, trois fois un équipement parce que tu vois, ben, finalement, cet appareil-là n'est pas accessible pour ce que je veux. Je suis rendu à faire, donc là, je vais être obligé de le changer. Là. Prenez le temps d'écrire ça sur une feuille puis de planifier un peu vos idées. De projeter, c'est ça. Puis moi, j'ai fait les mêmes erreurs que toi. J'ai fait un achat un peu impulsif basé sur OK, je veux juste faire ça. Puis Ouais, finalement, de fil en aiguille, oh, c'est plus ça que je veux faire. Donc, c'est ça. On ouais, apprend de nos erreurs, on vend nos produits et on passe à autre chose. exact. Prochain département qui est à ne pas négliger et dont je ne maîtrise pas totalement, vous comprendrez, mais il y a un peu que c'est la faute à ma caméra. Je m'en excuse. Ma C'est vrai, caméra, oui, elle c'est fait vrai. de l'auto-ajustement. Je fais juste passer ma main devant la caméra, puis même si je désactive l'ajustement des blancs, elle le fait pareil et ça vient fucker ma couleur de peau. Fait que là, j'ai de l'air d'un schtroumpf présentement, mais je peux rien faire. Écoutez, même si je désactive, c'est un peu pour ça que je regrette la Logitech est mal intégrée à Windows. Bref, achetez pas la 4K Brio. C'est pas un bon choix. Mais dans l'éclairage, c'est capital de savoir s'éclairer. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des systèmes professionnels. Vous pouvez y arriver avec des ampoules ajustables. Vous savez, vous achetez des ampoules Wi-Fi qui ont plusieurs niveaux de couleur. Ça peut faire très bien le travail avec un réflecteur. Patrice l'a fait d'ailleurs au départ, ces choses-là. Donc, c'est Je super vais vous le pratique. montrer tantôt, oui. Mais il faut savoir qu'on a quelques notions de base. Et en éclairage, il y a ce qu'on appelle le minimum requis, c'est l'éclairage à 3 points. Quand je parle de 3 points, c'est le key light, le fill light, puis le backlight. C'est le minimum. On pourrait aller à 2 points avec un key light et un fill light, mais le minimum serait un 3 points. Moi, dans mon cas, je n'ai pas le troisième point actuellement. Je n'ai pas le backlight. C'est quelque chose que je vais m'acquérir. Alors, je vous explique. Le key light, c'est, excusez-moi, le fill light, c'est la lumière qui est en hauteur, qui vient remplir la pièce de luminosité, qui vient vous donner un éclairage. C'est celle qui est la plus puissante en termes de luminosité. Et cette lumière-là est un peu déportée d'un côté ou de l'autre de vous. Et cette lumière-là va créer des ombres sur votre visage. Et c'est là que la key light vient contrecarrer ces ombres-là. Elle est un peu moins puissante que la fill light. Elle est un peu plus directe à votre visage et elle vient contrebalancer les effets d'ombre que vous auriez sur votre visage. Donc, avec ces deux simples lumières-là, des fois, on peut mettre un diffuseur, c'est-à-dire, ça peut être aussi simple qu'un papier de soie ou un papier blanc ou ces choses-là pour aller diffuser la luminosité de votre lampe. Si vous n'avez pas, vous prenez un rack carré, vous mettez votre papier de soie, vous accrochez ça devant votre lumière et ça fait très, très bien le travail. Ça permet de diffuser et achetez-vous autant que possible une lumière qui vous donne la possibilité de jouer dans la chaleur de la lumière. Donc, soit très bleu au niveau Kelvin ou très orangé et que vous pouvez jouer dans ces effets-là. Vous comprenez? Moi, dans mon cas, c'est ce qui ne marche pas. Oui, c'est ça, c'est OK? ça. Oui. Fait que là, si je rajoute un peu de couleur, vous voyez, là, je viens de retrouver mon orange, mais j'ai encore du bleu. Ça ne marche pas, mon affaire. Bref, dans ma nouvelle maison, dans quelques mois, ça va être arrangé. Ensuite, la backlight, elle est derrière vous, un peu en hauteur, et elle va venir vous éclairer le derrière de la tête, les cheveux, les épaules, et c'est elle qui permet de vous détacher du fond derrière vous. Et ça, c'est capital si vous voulez faire du green screen. Oui. OK? Si vous voulez faire des fonds artificiels floutés, ces choses-là, puis que vous ne voulez pas avoir des effets bizarres, du genre, il ne voit plus votre oreille, puis là, il voit votre chaise, ça vous prend une backlight qui est efficace. Il faut
qu'elle soit en hauteur, il ne faut pas qu'elle vienne trop éclairée puis qu'elle vienne vous détacher du background. Et les 2 dernières lampes, elles sont complètement optionnelles. Elles ne le sont pas si vous avez un green screen. Un green screen, vous allez devoir l'éclairer avec les 2 lumières que vous voyez dans le haut parce qu'on ne veut pas créer d'ombre sur le green screen, justement parce que l'algorithme va interpréter ces ombres-là comme étant des glitches et ça va briser votre petit côté bizarre. Mais vous pouvez vous en servir comme effet de lumière d'ambiance, donc de couleur. On voit Patrice, lui, ces lumières-là sont presque au sol, elles pointent vers le haut et elles ont deux couleurs différentes, là, un genre de mauve-rose, ces choses-là. La même chose de mon côté. Moi, ils sont en hauteur, tout simplement parce que ma pièce ne permet pas de les mettre au sol pour le moment. Mais idéalement, il faudrait qu'elle soit vers le sol, pointée vers le mur, vers le haut. Et là, si vous avez un mur avec un effet 3D, ces choses-là, vous allez rechercher vos ombres et là, vous allez avoir un effet typiquement streamer, là, comme on tripe sur Internet. Vous allez avoir votre détachement, vous allez être clair à l'image et ça va faire le travail merveilleusement bien. Moi, j'ai quelques petits commentaires là, pour Vas-y. rajouter sur ce point-là. Le premier point que je me suis aperçu, c'est que meilleure est la caméra, moins fort devront être les lumières en termes de puissance, parce que la caméra sera de meilleure qualité, va mieux prendre en compte l'éclairage, les teintes Mhm. et tout ça. Donc, c'est sûr que si vous allez vers une webcam, il va falloir que l'éclairage soit probablement plus fort, plus adapté que si vous allez vers une caméra de plus grande valeur, comme Patricia vous montrait. Fait que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tout dépendant de la grandeur de votre pièce, le positionnement de ces lumières-là va être important. Parce que tout dépendant de ce que vous voulez montrer, est-ce que vous avez un décor fixe comme moi en arrière ou vous avez une vraie pièce plus Mhm. grande avec peut-être d'autres sources de lumière ou d'autres choses. Donc, tout dépendant je vous dirais, l'éclairage, là, c'est probablement le bout là, où il y a le plus Le plus difficile. d'essais-erreurs. Ouais, Ah ouais, oui, ouais. c'est quelque Puis, chose, là. puis tu sais, t'en parles aussi, la qualité de la caméra va aussi avoir ce qu'on appelle le champ visuel. Donc, Oui, oui, plus tu vas avoir une caméra de qualité, généralement, plus le champ va être large et plus tu vas être capable de capturer de largeur de ta pièce. oui. Et là, ben, si tu as une pièce plus large, ton éclairage va changer. Fait que c'est vraiment, comme Patrice dit, de l'ajustement-erreur, du OK, ça marche là, ça marche pas. Puis des fois, c'est niaiseux, là, mais puis là, je vous dis, là, peut-être que si j'éteignais cette télé-là, peut-être que je me rendrais compte que finalement, j'aurais plus de trouble avec ma caméra. Ça peut être aussi con que ça. Oui, Il y a une oui. source lumineuse à droite ou à gauche qui est mal positionnée, puis certaines caméras vont mal réagir. J'y arrive pas encore, fait que ça vous donne une idée, mais ma pièce n'est pas idéale, je peux pas trop jouer, donc je m'en satisfais pour le moment. Maintenant, des équipements d'éclairage, évidemment, vous pouvez y aller avec des lampes, comme je vous disais, cheap, une ampoule RGB avec un diffuseur caché en bas, en background, en arrière-plan. Ça fait très bien le travail. Moi, j'ai choisi d'acheter ce qu'on appelle des Newer. C'est un kit semi-professionnel que vous voyez en arrière de moi, là, de ce côté-là. Il y en a deux. Et ils ont des flaps, un diffuseur sur le côté, ils sont RGB. Ils ont des boutons, des knobs qu'on peut ajuster, la luminosité, le contraste, la titre de couleur, ces choses-là. On peut naviguer il y a des scènes prédéfinies, il y a une application qui vient avec. Et ce qui est super le cool, c'est qu'ils prennent en charge les batteries Sony NP, F, 970, 60, ainsi de suite. Donc, on peut les amener dans le champ. Donc, je peux sortir ces lampes-là, mettre 2 batteries dedans, les amener dans le bois avec moi, puis je vais être capable de me faire un éclairage. Elles sont super polyvalentes. Ils ont une excellente luminosité, puis sont transportables. Donc, c'est un super kit. Puis Newer font des key lights Oh, ils en font de tous les beaucoup, là. modèles. Oh, oui, oui. Ils font des racks pour le plafond, puis tout ça, c'est vraiment bien fait. Mais c'est un peu cher, j'en conviens. Oui. Maintenant, il existe toutes sortes de modèles entre deux qui sont plus ou moins cheap, qui vont du 20 au 100 ces choses-là. Puis, honnêtement, ils font bien le travail. Donc, dépensez pas des sommes pour rien au départ. Un simple ring light devant vous, bien positionné, ou même deux, va bien faire le travail si votre bureau n'est pas très grand, ces choses-là. Peut-être un ou deux de ces lampes-là rectangulaires que vous voyez sur les côtés. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la couleur au départ.
et ça va faire le travail. Puis pour moins de 100 vous allez avoir un éclairage qui est tout à fait satisfaisant. La différence entre un kit de qualité versus ça, c'est que le kit de qualité, vous allez avoir peut-être un plus grand range d'ajustement. Tu sais, dans ces cas-là, peut-être que vous allez avoir blanc, bleu puis orange là, versus un de qualité où vous allez Ouais, c'est pouvoir ça. plus. Et parfois, le stand est un peu cheap, est un peu branbarde, mais si votre setup est fixe, même si c'est cheap, c'est pas grave. Cassez-vous pas le basic. Moi, j'ai acheté un petit O-ring cheap, puis je me suis aperçu, après un certain temps, il commençait à faire flicker un petit peu. Fait que, tu sais, c'est sûr Ouais, que quand on ne paye pas trop cher, ça va peut-être faire l'affaire pendant, disons, 6 mois, 9 mois, un an, mais à un moment donné, attendez-vous peut-être à ce qu'il ouais. faut passer à autre chose. Puis c'est correct si vous êtes prêt à dire, OK, c'est beau, j'ai investi un minimum pour apprendre, c'est parfait, là. Puis là, je vais le redire, Patrice. Ce qu'on vous dit, c'est comme le dream setup. Mais il n'y a pas d'obligation de partir en disant OK, Non. j'ai juste une lumière au plafond chez nous, donc je peux pas. Non. Non, arrêtez ça, là. C'est pas obligé. C'est comme moi, là, on le voit pas à l'écran, mais en avant de moi, là, c'est une ampoule qui est vissée dans une vieille ampoule de grand-mère sur le top de mon bureau. Oui. Puis elle fait le job, là. En autant qu'elle a la bonne luminosité, là, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, mettez-vous pas des obligations à tout prix. C'est une autre erreur qu'on a tendance à faire de je peux pas le faire parce que j'ai pas ce qu'il me Non. faut pour commencer. Commencez poche, puis ajuster, puis ajouter, puis améliorer, c'est parfait. Vous n'avez pas d'obligation de performance au départ. Les logiciels de diffusion, Patrice, puis là, je sais, je vous le dis, je sais qu'il y a beaucoup de données que je vous pitch, mais vous réécouterez l'émission, elle va être disponible anyway. Donc, les logiciels de diffusion, il y en a des milliers. Donc, vous comprendrez que je n'ai pas fait le tour des milliers de logiciels existants. J'ai sorti ceux qu'on parle le plus souvent. Donc, on va parler d'OBS Studio, Streamlab OBS, StreamYard, Wirecast, XSplit Gamecaster, Lightstream, eCam, Patrice va en parler plus longuement tantôt, et Switcher Studio. Donc, on va faire un portrait général de ces applications-là. Je ne rentre absolument pas dans les détails. Il y a encore là des milliers de vidéos sur YouTube sur comment utiliser OBS, ces choses-là. Oui. Vous allez pouvoir vous y retrouver. OBS Studio, qui est un projet open source, qui veut dire Oui. Open Broadcast Studio, qui est son plus gros avantage, c'est qu'il est complètement gratuit. Il faut savoir que dans un logiciel de diffusion, pour ceux qui ont fait du montage vidéo, on retrouve un peu la même logique. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un sélecteur de scène. Et dans une scène, on va y incorporer différents éléments. Donc, on peut faire une scène, je vous donne un exemple. La scène actuelle qu'on regarde, c'est, mettons, elle s'appelle Patricia. Donc, c'est présentation Patricia et moi et Patrice, les petits dessins autour des écrans en mauve, l'objectif en bas, le logo en haut. Ça, c'est la scène numéro 1 qui serait à gauche dans le menu de gauche en bas. Et la scène numéro 1 de gauche, elle est définie dans la partie de droite juste à côté, dans lequel on a chacun des éléments, un peu comme dans un logiciel graphique. Donc, la caméra 1, la caméra 2, le petit dessin autour des fenêtres, l'écriture dans l'écran, le logo. 99% des logiciels de diffusion fonctionnent comme ça. Ils ne sont pas tous placés au même endroit. Non, non. Parfois, les menus sont tout à gauche, parfois ils sont en haut, parfois ils sont déroulants. Mais la logique de base reste, généralement, on a une scène dans laquelle on prépare des choses et qu'on peut les switcher entre eux. Et quand on parle de scène, on parle aussi de transition. Donc, quand on parle d'une scène à une autre, donc celle-là, Patrice, ramène-nous à 2 caméras. Vous voyez, il y a une transition, les images se saupent avec le logo. On revient à ma présentation. Ça, c'est une transition. La plupart des logiciels de diffusion ont cette option-là. Donc, OBS a aussi ça, des transitions de base là, à glisser. Gros avantage d'OBS Studio, c'est comme c'est open source, il y a des millions de plugins de transition d'overlay. Des overlays, c'est les petits cadrages qu'on a autour de nos caméras, les transitions, ces choses qu'on peut ajouter, télécharger, paramétrer. On peut rajouter des filtres. C'est un logiciel qui est hyper complet, qui fait bien le travail, mais il y a aussi un désavantage. Patrice va probablement être d'accord avec moi pour l'avoir utilisé. C'est un logiciel qui est parfois instable.
Donc, il va planter, on doit le redémarrer, il y a beaucoup de mises à jour, ça ne marche pas tout le temps, mais c'est le plus monsieur, madame tout le monde, il est complètement gratuit. Puis il y a une énorme communauté de développement Oui. autour d'OBS Studio. Donc, si vous avez une question sur quelque chose de particulier, vous allez dans un forum OBS, il y a quelqu'un qui va vous répondre dans les 5 minutes en vous disant va à tel endroit, va à telle place, puis tu vas pouvoir le faire. C'est Donc, ça. thumbs up. OBS, moi, j'ai commencé avec OBS sur un Mac. Même sur un Mac, il y a une version qui fonctionnait très bien. Oui, il y avait des petits glitches. Bon, il y a eu des améliorations. Malheureusement, sur le Mac, la vitesse des mises à jour n'est pas aussi vite que sur Windows ou probablement sur Linux. Donc, on n'est pas au même rythme. Ceci étant dit, si vous avez du temps pour apprendre et si vous voulez apprendre, c'est un bon logiciel pour démarrer. C'est ça. Oui, puis Patrice, tu vas probablement être d'accord avec moi, c'est le logiciel qui permet d'appréhender les autres. Oui, Donc, quand tu maîtrises bien OBS, après ça, tu t'en vas n'importe quel autre logiciel de c'est diffusion, beaucoup puis plus c'est comme facile, oui. les autres sont généralement plus faciles qu'OBS, puis quand vous arrivez sur un autre appareil, vous faites comme ah mon Dieu, c'est bien fait, c'est ci, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Parce que tout ce qui est développé par la communauté, généralement, est pensé pour des gamers. Donc, le côté UI, donc interface graphique, laisse peut-être à désirer les menus, ces Oui, choses-là. Donc, des fois, vous cherchez un peu, mais c'est vraiment une belle solution. c'est ça. Et mon autre point, c'est ça. C'est si à l'inverse, votre objectif est vraiment d'être fonctionnel rapidement avec un minimum de fonctionnalité, bien, allez pas vers OBS. Parce qu'il Non. y a quand même une courbe d'apprentissage qu'il faut considérer, prendre en compte, dépendant de votre capacité à apprendre un logiciel, Mhm. puis à explorer, faire des erreurs, tant au niveau du son que Ouais. des caméras, que des transitions. La partie son dans OBS, elle est complexe. Aller chercher les sources sonores à différents endroits dans votre PC, des rendre actives, de ne pas oublier de capturer le son de votre micro pendant. C'est quelque chose. Et vous allez voir, dans toute vie de tout streamer qui commence avec OBS, vous avez la période de c'est immanquable. Oui, OK? Puis tu le sais qu'il est sur OBS parce qu'il a oublié le piton qu'il fallait qu'il rajoute dans sa scène qui permet de capturer le son pendant qu'il parle. c'est ça, OK? c'est ça. Fait que ça va vous arriver. Capotez pas, restez calme, fermez votre diffusion, allez ajuster vos patentes, puis revenez. Prochain logiciel qui est un équivalent, c'est Streamlab OBS. Donc, c'est basé sur l'open source OBS. Donc, vous allez vous rendre compte que le logiciel est essentiellement presque pareil visuellement au OBS. Par contre, il adjoint les avantages de Streamlab. Donc, tout ce qui est overlay, prise en charge de Twitch, de chat, prise en charge d'invités, de communication, de ces choses-là, Streamlab le fait mieux qu'OBS. Donc, si vous voulez avoir un genre d'entre-deux d'un peu plus facile qu'OBS, peut-être un peu moins flexible, mais qui a quand même une grosse communauté. Streamlab OBS est excellent. Puis ça permet de faire tout ça, là. Vous avez la possibilité de gérer des invités, des overlays, des transitions. Comme vous voyez à l'écran, Streamlab intègre nativement le chat de Twitch directement à l'intérieur. Donc, quand vous allez vers des solutions comme ça, si vous vous dirigez sur une plateforme en particulier, il le fait aussi pour YouTube en passant, mais si vous vous dirigez pour une plateforme en particulier, vous ne voulez pas trop vous casser le basic, c'est génial. Il y a encore là beaucoup de plugins, mais certains sont payants. Donc là, on a un Oui. début de système de paiement, mais par contre, c'est des paiements en fonction de ce que tu vas choisir. Donc, le kit de base fonctionne tout à fait bien, mais là, si on veut rajouter des options, pardonnez-moi, parfois il faut aller vers des plugins qui sont payants. Moi, j'ai testé un peu Streamlabs OBS aussi en même temps qu'OBS. J'ai fait un certain nombre d'essais. Il y a une version pour le Mac. Sauf qu'à un certain moment donné, je me suis dit, bon, OK, j'ai OBS, ça faisait pas mal ce que je voulais que ça fasse. Est-ce que je Mhm. vais aller mettre plus de temps encore dans cette plateforme-là? Non. Donc, je suis resté avec OBS, là, mais ça semblait prometteur en termes de façon de fonctionner, là. Ouais, la prise en charge est un peu plus aisée qu'OBS. Prochaine solution qui est compatible aussi sur iOS, à Samsung. On voit beaucoup de gens qui streament avec peu de connaissances, excusez-moi le terme, mais c'est ça. C'est le symbole du petit canard, là. StreamYard, une solution entre 0 et 49 par mois, par année ou par mois, je ne suis plus sûr. Et Par mois, oui. c'est essentiellement
un système de streaming online. Donc, c'est web-based, donc directement à partir de votre navigateur. Ça a justement l'avantage de ne pas avoir installé une application. Par contre, la flexibilité est un peu moindre, mais vous avez la gestion d'invités, les transitions de base. Là, imaginez-vous pas avec de la personnalisation de votre propre chaîne. Là, ça devient un peu compliqué, mais ça fait pas mal tout ce que vous voulez. Déroulement de titres à l'écran, transition accompagnée, ces choses-là. Donc, c'est une belle solution pour quelqu'un qui voudrait avoir quelque chose de multiplateforme. Moi, je ne l'aime pas du tout, mais beaucoup de monde l'utilise. Oui, puis c'est ça. Il y a déjà beaucoup de fonctionnalités déjà toutes prêtes. Donc, tu Mhm. n'as pas à trop penser. Tu La les courbe n'est pas actives. là, C'est ça ça, tu marche. les actives. Déjà, ça marche. Ça fonctionne Ouais, dans un furteur. Je ne pense pas qu'il y ait ouais, d'application locale, non. c'est ça, hein? C'est un furteur. Donc, ça a le désavantage que d'une application locale qui est beaucoup plus riche. Donc, tu es limité dans tes fonctions. Puis, ça doit transiter via un serveur, bien évidemment, là. Puis, autre dernier point, c'est limité dans le terme de plateforme. Puis là, vous allez me dire, ça fait juste Facebook, YouTube, Twitch, puis Twitter-ish. La plupart des gens vont dire, ben là, c'est tout ce qui existe. Ouais. Ben non, ma gang de vous autres. Il y a des centaines d'autres plateformes moins connues. Et là, la plateforme étant moins flexible, ne va pas le permettre. Mais 99% des gens, ça fait la job. StreamYard, c'était ça que j'avais mis? Attends une minute. StreamYard, ouais, mon Dieu, je me suis trompé. La deuxième, c'est. euh, je me suis trompé dans le titre. Ouais, Ben ouais, celui-là, c'est toi. un autre, hein? Ouais, ouais, ouais. Celle-là, c'est. Attends une minute que je vois le titre, c'est. C'est pas StreamYard, celui-là, c'est l'autre. C'est XSplit Gamecaster. Je me suis trompé, j'ai mis 2 fois la même image. Ben ouais. XSplit Gamecaster. XSplit, c'est un autre excellent logiciel de diffusion et il y a un gros, gros, gros avantage. XSplit fait de son honneur la possibilité de faire du multicast. Donc, vous pouvez caster sur de multiples plateformes, Facebook, YouTube, Twitter en même temps. Là, il faut faire attention parce que il y a encore des gardes de clocher entre les plateformes et certaines plateformes ne vont pas aimer que vous faisiez de la multidiffusion. Donc, si vous multidiffusez sur Facebook et Twitter en même temps, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes un YouTuber qui a un certain nombre d'abonnés et que vous décidez de faire du Twitch en même temps ou l'inverse, dans certaines conditions d'utilisation, ce n'est pas permis. Donc, validez avant de faire ça. Mais c'est un gros avantage. Par contre, XSplit, la version complète, elle est payante, mais il existe une version un peu moins grosse que les fonctions de base qui s'appelle XSplit Gamecaster. Elle est complètement gratuite et un peu comme StreamYard qu'on vient de parler, est complètement intégrée. Vous n'avez pas à penser. Les transitions sont là. Les petites écritures cute. Les affaires sont super bien pensées. Puis elle est pensée pour les gamers. Donc, il y a déjà le chat de Twitch, ces choses-là. Donc, c'est une belle solution que vous pouvez opter et qui n'est pas compliquée à apprendre. Lightstream, qui est l'équivalent de StreamYard, mais en meilleur, qui Oh. est aussi un web-based. Donc, c'est entièrement par navigateur. On prend des dizaines et des dizaines de configurations, que ce soit pour les transitions, la gestion d'invités, l'intégration de widgets. Les widgets, c'est des petits gadgets qu'on rajoute comme les chats de Twitch, ces choses-là. Fonctionne très bien. Super légère, prend pas beaucoup de ressources. Ça aussi, c'est un autre point, ma gang de vous autres. On n'a pas parlé de PC aujourd'hui, mais quand vous streamez un feed, ça va. Quand vous avez plusieurs abonnés, ça s'alourdit. Plusieurs invités, excusez-moi. Puis quand vous multi-streamez, ça alourdit encore plus votre procession, votre processeur. Donc, sachez que certaines solutions logicielles vont vous demander quand même un minimum de gigs de RAM avec une carte graphique qui a de l'allure. Et sachez que si vous avez un ordinateur à 2 gigs de RAM avec une carte graphique de base, ça se peut que dans certains cas, vous ayez un peu de difficulté des fois, puis que ça soit chubby si vous ne savez pas gérer votre machine. Il y a aussi Vraiment, des ça donne. services de Oui. multidiffusion comme Restream. Donc, Mhm. vous diffusez, par exemple, via OBS, via peu importe le logiciel, sur Via Restream. Restream, Et puis lui, il Restream repartage. s'occupe, eux autres, mais c'est payant, évidemment, hein, parce Oui, c'est qu'eux payant. font le processus en arrière, là. Exact. Fait que, ayez un ordinateur qui a au moins, je vous le dis, là, un minimum de
4 gigs. Là, puis 4 gigs, c'est vous gérez bien votre appareil, vous fermez tous vos programmes, vous savez contrôler votre appareil, puis vous n'avez pas 14 invités, puis tu sais, vous êtes de base. Si moindrement vous voulez aller dans les transitions, dans les montages, diffuser de la vidéo en même temps avec des invités, tout ça, vous allez augmenter l'utilisation de votre CPU, votre carte graphique. Puis là, ça vous prend 8 gigs de base, 16 idéalement. Dans mon cas, j'étais à 32. Donc, ça vous donne une idée pour être capable d'être sûr de pouvoir gérer toutes les situations. Mais encore là, ça dépend de vos besoins. Ouais. Le dernier, c'est, Patrice va en parler tantôt, c'est iCam, qui est une solution qui est vraiment basée pour Mac, est faite pour Mac, elle n'est pas disponible pour PC. C'est triste parce que ça aurait été plaisant. Elle a l'air saprement bien faite. J'ai entendu plusieurs fois des podcasteurs et des gens dire oui, mais sur Mac, il n'y a pas de solution. Ben, c'est pas vrai, sachez. Il y en a Ouais. une. Elle n'est pas très chère, entre 16 et 32 par mois, tout dépendant de ce que vous prenez comme option. Il y a une période d'essai. Patrice est là pour vous aider en plus. Et la dernière solution, qui est un peu plus chérante, mais moi j'adore, sur iPad et iOS, il n'y a pas de solution. C'est plate, mais il n'y en a pas. À part les systèmes web-based, il n'y en a pas. Et là, si vous, tu sais, vous pouvez télécharger OBS Studio version de base, mais sur iPad, il n'y a à peu près rien, là. C'est genre moi, puis l'image que je veux vous montrer, puis c'est tout. Donc, si on va avoir un vrai début de studio avec des belles transitions bien faites, Switcher Studio est excellent, 39 et 149 tout dépendant des options que vous prenez. Et c'est très, très, très professionnel. Je le qualifierais pour l'avoir joué avec pendant quelques jours, là, 2 semaines. C'est à peu près équivalent à iCam, mais en version iPad, dans lequel on a toutes les options. Donc, pour ceux qui ne jurent que par leur iPad, qui vivent dans leur iPad, ben, vous avez la possibilité de vous en sortir avec une solution comme ça, puis elle va vous suivre partout. Et sachez, Patrice en a parlé plusieurs fois, un iPad et un hub Lightning dans lequel vous pouvez brancher plusieurs connecteurs USB vous permet de brancher un micro, de brancher une caméra autre que la caméra de votre iPad. Sachez que ça est pris en charge, donc vous pourriez avoir la caméra de votre iPad qui vous regarde et une caméra 2 qui pointe ailleurs. Donc, ça peut vous permettre d'avoir un studio en main pour pas très cher. Puis avec la nouvelle fonctionnalité d'Apple d'utiliser des caméras du iPhone Oui. via le Wi-Fi, normalement, en tout cas moi, dans le cas des cams, là, il détecte automatiquement mon iPhone. Là, je l'ai désactivé parce que c'était fatigant, là, mais il dit oh, c'est une caméra, je l'active et tout de suite, la caméra se met en mode OK, moi, je suis disponible. Je suis prêt. Oui, c'est ça. Oui, c'est nice. Maintenant, on va aller, Patrice, dans la prochaine catégorie qui est ce qu'on appelle le Gravy. Oui, oui. L'équipement optionnel qui est complètement le fun. Que, on tripe solide. C'est comme. Mais c'est calissement pas obligatoire. Je vous le dis, là, je viens de sacrer. Mais c'est pas obligé, mais c'est vraiment, ça améliore votre fun, votre plaisir. Et il y en a de tous les prix. Évidemment, les incontournables, les fameux Stream Deck, tout le monde en parle. Qu'est-ce qu'un Stream Deck? C'est un petit bidule avec des boutons dans lequel on peut appuyer dessus. Ça, c'est la première chose. Oui. On peut programmer ce qu'on veut sur ces boutons-là. On peut programmer. Pas juste pour le streaming, là. Non, pour tout. Vous pourriez programmer l'allumage de votre lumière au plafond. Vous pouvez faire n'importe quoi avec ça. Là. Ou quand le copier-coller dans un logiciel ou n'importe quoi. Exact. Vous faites du dessin avec Adobe Photoshop. Vous pouvez programmer vos outils Photoshop dedans, puis clic, 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 merci, bonsoir. C'est magique. Et un autre gros avantage, c'est que chacun des boutons a un écran LCD derrière dans lequel on peut venir programmer l'image du bouton. Donc, vous pourriez avoir une image bouton pas touché et une image bouton enfoncé, même avec une animation qui vous dit ce bouton-là est rouge parce qu'il est présentement actif, puis quand je réappuie dessus, il devient vert, il n'est plus actif. Donc, ou le contraire, et vous pouvez les programmer. Vous pouvez programmer plusieurs pages. Il y a des modèles à 16 boutons, ce que moi j'ai, là, que je n'ai pas branché actuellement parce que je suis en train de déménager, fait que je l'ai débranché. Puis il y a des consoles à 32. Moi, il y en a un à 6, hein? Il y en a un à 6 ouais, boutons. Il y en a un à 6. Moi, je trouve que c'est un peu overkill 32, à moins que dans une radio, puis que chacun de tes boutons, tu t'en sers à tous les jours, puis que tu as besoin d'avoir tout ça.
tu peux programmer différentes pages. Donc, tu peux faire un bouton en haut à gauche que c'est page 1, page 2, page 3, et ainsi de suite. Et là, ils ont sorti Stream Deck, la version que vous voyez à droite qui Ouais, nous ouais. fait baver tout le monde. Il est vraiment Da- cool. ouais, avec les boutons dans lesquels on peut naviguer dans nos pages et avec un petit écran LCD dans le centre pour aller jouer avec. Vous C'est... voulez tout ça, ma gang de vous autres. Ouais, 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 ouais. OK, je vous le dis, là. Moi, j'ai ça chez nous, là. Puis je pense qu'il n'y a pas une semaine que je ne parle pas à mon boss d'appeler le département d'informatique de Vidéotron pour dire pouvez-vous me donner le droit de l'utiliser, s'il vous plaît? Ouais, ouais, Tellement ouais. c'est hot. Moi, OK? vois-tu, j'ai la version 16, 15, ouais, 15. Je l'aime beaucoup, mais beaucoup. Peut-être que je me dis, ouais, peut-être je me servirais du plus gros à 32 parce que des fois, il faut que je Mhm. navigue pas mal pour aller tout retrouver mes choses, mais ça fait pas mal la job. Puis je pense pas que je vais le changer. Un 6, ça aurait été vraiment trop petit, mais peut-être que je me prends. Parce qu'on peut en avoir plus qu'un. Hein? Fait que Oui, si on se trouve. Parce que oui. c'est comme un clavier. Hein? Techniquement, Ah c'est ouais, comme un c'est pris en clavier. charge. C'est un hub, tu peux en brancher 4 si tu Ah veux. ouais. Fait que si je réussis à avoir un bon deal pour un 6 sur Marketplace ou Kijiji, c'est clair que je vais peut-être m'en rajouter un pour mettre certaines fonctions juste sur lui, puis l'utiliser de temps en temps. Donc, je vous dis tout de suite, là, c'est Ouais, ouais, ouais. magique. Là. C'est Ils vraiment appellent magique. ça un Stream Deck, mais moi j'appelle ça un Dream Deck. Ah, c'est magique. C'est magique, je vous le dis. Là. S'il y a une patente que peut-être celle-là. Oui, Ça, puis c'est quand même abordable, là, c'est pas très ouais, cher. 200 je C'est pense. ça, ouais, pour le 15 boutons. Là. Le petit logiciel est bien fait, il est mis à Ouais. jour, c'est fait par Elgato, c'est vraiment bien. Là. Oui. Et sachez que Stream Deck offre aussi une solution logicielle, c'est-à-dire que vous pouvez installer dans votre téléphone tablette Oui, un équivalent de ce que vous voyez à l'écran avec les boutons, dans lequel vous pouvez faire un peu la même chose. C'est gratuit au début, éventuellement, ça devient payant. Par contre, c'est une solution qui peut très bien faire la job pour quelqu'un qui oui, fait quelque chose une fois de temps en temps, ça fait très bien le travail. oui, oui. Ça, c'est idéal. La deuxième patente que je vais vous montrer, c'est quelque chose que je rêve d'avoir, mais qui est un peu au-dessus de mon budget. Et je pense que Patrice en a un équivalent, ou sinon, c'est celui-là. Un Roadcaster Pro. C'est lui que j'ai. Ouais. Écoute, et ça, c'est l'autre patente, wow, qui est, c'est du gravy. C'est pas super nécessaire pour quelqu'un qui commence au départ. Non, c'est pas Ça nécessaire. permet de rentrer des multiples sources sonores. Et là, je vous le dis tout de suite, quand vous avez un PC, vous pouvez installer un logiciel sur Windows qui est ce qu'on appelle un gestionnaire de câbles audio virtuel qui permet de diviser chacune de vos sources audio et de les renvoyer dans le protocole USB vers un Roadcaster ou autre affaire du genre. Et vous pouvez assigner à chacun des canaux une piste sonore. Ça peut être votre Google Chrome, votre vidéo qui joue, vous pouvez brancher, comme vous voyez là, dans le milieu, on a un slider pour le téléphone. Donc, vous pourriez appeler quelqu'un sur votre téléphone. Salut, comment ça va? Puis là, tu es en onde avec la personne. Tu lèves la slide, on l'entend dans ton stream. Et vous avez un soundpad à droite dans lequel vous pouvez programmer des effets sonores qu'on n'utilise absolument pas actuellement. Éventuellement, mais qu'il y ait plein de monde puis qu'on rit pour rien, on va peut-être ajouter des effets sonores. Mais vous pouvez faire des Ouais, ben, wouhou! moi, sur le mien, présentement, là, si je le fais, là, j'ai ça. Mais ma musique de sortie, je l'ai mis sur un bouton. Fait que on peut Oh, wow. configurer chacun des Ouais. boutons avec des MP3, des fichiers MP3. Il y en a déjà qui sont fournis. Il y a un magasin où on peut aller les chercher gratuitement, je pense. Sinon, on peut juste se générer un MP3 et l'assigner à un des boutons. Ça, c'est un 400-500 de mémoire. Là. C'est un peu plus cher, par exemple. Non, c'est pour le Roadcaster Pro. Ouais. C'est entre 6 et 6 à 700. Là. C'est un peu plus Ouais, dispendieux. Là, ouais, il y a ça la peut. version 2 qui est sortie. Broadcaster Pro, je regarde ça en live, 625 chez OK. B&H. Si on s'en va sur quelque chose de Sur plus. Ouais, Amazon, ouais. B&H. Amazon. Amazon.ca, je le vois pas. 700. Bon, c'est à peu près 700 Ça, c'est la version 2. Il y a une version 2 qui est sortie. Mhm. Moi, j'ai la version 1. Je l'ai achetée comme quelques mois avant la version 2. Et je ne regrette pas parce que la version 2, il y a des bénéfices, mais il y a aussi des petits enjeux que le monde commence à trouver.
Donc, si vous êtes capable, si vous avez les moyens, puis vous en avez un usager, la version 1, je vous dirais, si vous êtes capable d'avoir un bon deal, c'est vraiment une belle, belle solution. Moi, j'avais acheté avant ça de Elgato, le XLR Pro, je pense que ça s'appelle, qui était Mhm. comme une petite boîte avec un bouton pour rentrer un micro XLR. Et il y avait un problème avec mon Mac. J'avais un Oui, problème c'est ça. On avait des retours sonores, là, c'est ouais, des ça? retours sonores puis une voix comme de robot. Et ils m'en ont envoyé un deuxième. J'avais le même problème. Et là, je me suis dit, je vais le tester sur mon autre Mac, mon MacBook Pro. Et là, ça fonctionnait bien. Donc, je me suis dit, OK, vous avez un problème avec le Mac Studio. Et là, je me suis dit, non, 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 je ne vais pas attendre qu'ils corrigent le problème. Donc, Ouais. ils m'ont remboursé. Et j'ai acheté le Mac, le Rodecaster Pro. Et je vous dirais, là, c'est magique. Fait que, tu Pas- sais, on est dans le gravy, là. on est dans le Mais gravy. ça améliore la vie. Ça change ma vie. Tu sais, vous voyez à l'écran, là, vous avez le bouton bleu qui est Bluetooth. Donc, vous pouvez connecter n'importe quel appareil Bluetooth sur ce canal-là et faire jouer musique. Ça peut être un téléphone, ça peut être. Ouais, pour avoir votre cellulaire à côté qui a une playlist, puis merci, C'est ça. bonsoir, t'as part La partie téléphone, c'est un jack 3.5 en arrière. Donc, 3.5. c'est facile à brancher. En USB, ben, c'est le son qui vient de l'ordinateur. Donc, on a le son. Puis, on a 4 micros. Moi, dans mon cas, je n'utilise juste un, mais on peut avoir jusqu'à 4 micros et le soundpad en plus. Donc, c'est magique. Et on peut contrôler le son, le volume. On a un equalizer pour chacun des canaux. C'est vraiment, Gauche-droite, vraiment. ainsi de Ah, suite. c'est bien fait, c'est bien fait. Fait que c'est dans le long terme. Tu sais, Oui, pitchez-vous oui. pas en disant j'ai besoin de ça en Non, partant. non, non. Non. Et puis il y Mais a même une carte, j'ai même une carte en arrière. Je peux enregistrer mon audio ouais, sur une petite carte SD, et puis pouvoir t'en servir par la suite, ouais. la récupérer puis la mettre après ça dans mon logiciel. Donc, pour ceux qui sont sur la route, ça peut être intéressant. Si c'est juste du son, bien évidemment. Si c'est la vidéo, ben c'est pas fait pour ça, là. Yes. Elgato fait aussi un panoplie de solutions pour streamers. Sont super reconnus dans certaines choses. Ils essaient de percer dans le domaine des consoles de son, de mixage de son, un peu comme Patrice disait. Ils sont encore un peu. C'est peut-être pas leur spécialité. Elgato sont meilleurs dans ce qu'on appelle la capture vidéo et le Stream Deck, qui est fabriqué par eux, qui est vraiment leur élément fort. Mais ils ont aussi le Cam Link, qui est un petit dongle HDMI dans lequel on branche dans le côté du PC, puis qu'on peut venir brancher votre caméra directement, puis on va faire de la capture vidéo directement de votre caméra vers votre ordinateur. Donc ça, c'est vraiment sur la coche. Ça permet de prendre en charge un téléviseur, une caméra, whatever ce que vous voulez. Ça va capturer l'image directement. C'est built-in, c'est fonctionnel. C'est pas très cher, là, 80 $. C'est ce que Puis j'ai, moi, pour ma caméra. Donc, ma ouais, caméra a un c'est un câble. must. C'est ça. Parce que ça évite d'avoir à configurer une caméra ou d'avoir une caméra qui te permet d'avoir, qui gère la connexion HDMI. Dans mon cas, c'est un RAW HDMI qui va dans ce bidule-là et boum, l'ordinateur le reconnaît, là. Yes. Prochain objet, on va parler maintenant des paramètres de diffusion. Et, super important. Puis, tu sais, dans les objets autres, Patrice, là, on peut rentrer dans les couvre-micros pour éviter les de Ouais. la voix, les backgrounds, les backgrounds, les systèmes de poulies au plafond pour accrocher des multiples caméras, les hubs. Je ne voulais pas rentrer là-dedans parce que là, Non, non. évidemment, on n'en finira plus. On va parler des paramètres de diffusion. Puis, ce que je voulais dire, VR2 s'est abonné. Merci à Ben VR2 oui, pour de merci, renouveler ton VR2. abonnement. C'est très apprécié. Paramètres de diffusion, vous comprendrez que je n'irai pas dans chaque détail, je vous l'ai dit tantôt parce qu'il y en a trop. Mais sachez qu'il y a un paramètre de base qu'il faut comprendre quand on diffuse. Quand on diffuse, on utilise généralement le protocole RTMP ou RTP ou ces choses-là. RTMP, ouais. Ce qui veut dire qu'on a une adresse, une URL qu'on doit aller chercher et qu'on doit mettre dans notre programme de diffusion. Cette URL-là va changer en fonction de votre profil à vous, donc elle est unique à vous, et elle va changer en fonction de l'émission que vous êtes en train de faire, puis elle est différente d'une plateforme à l'autre. Donc Facebook a la sienne, Twitter, ces choses-là. Et chaque URL de diffusion comprend aussi ce qu'on appelle une clé personnelle d'encryption
qu'on appelle la clé de stream. Donc, vous devez la récupérer pour pouvoir la mettre dans votre logiciel. Et la plupart des logiciels de diffusion, vous rentrez ces 2 paramètres-là, puis vous êtes go, vous pouvez partir en ligne. Le reste des paramètres sont généralement du gravy, donc des ajouts, des widgets, tout plein d'autres détails que vous pouvez faire. Mais généralement, si vous rentrez ces 2 paramètres-là puis que vous touchez à rien, ça marche. Petite Maintenant, précision, OK. Patricia, certains logiciels ne nécessitent pas ça parce qu'ils vont se connecter directement via Oui, votre identifiant. Donc, euh, certains le savent, exact. c'est ça. Fait que certains logiciels vont dire fais juste authentifier à Twitch ou à Facebook, puis je vais m'assurer de faire la connexion. Dans d'autres Bon cas, il point. faut utiliser la clé RTMP. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous diffusez, vous pouvez diffuser sur un PC, puis je ne parlerai pas de Mac, vous pouvez diffuser à partir de votre carte graphique, donc faire le calcul logiciel à partir de votre GPU, Graphic Power Unit, ou de votre CPU. Normalement, c'est plus préférable d'y aller directement avec votre GPU si vous avez une bonne carte graphique, comme dans mon cas, j'ai une GeForce RTX 2070, donc c'est dans des très bonnes cartes vidéo. Je préfère y aller. Et dans les paramètres de diffusion, on considère qu'il vaut mieux aller le plus près nativement du codec que votre carte vidéo gère plutôt que d'en choisir un autre. Normalement, on parle de le protocole de base, le HD 264, Oui, qui est ouais. à peu près qui est le plus commun. Puis là, vous pouvez jouer dans les codecs pour différents types de plateformes ou différents types de raisons. Moi, je vous dis, allez pas toucher à ça à moins que vous ayez un problème puis que ça soit une particularité de votre PC, votre carte graphique ou de la plateforme. Mais commencez pas à aller jouer avec les débits, les choses du genre. Vous allez tout briser, puis vous allez faire une des gaffes que moi j'ai fait. Ouais, puis là, tu as juste ça, tu as touché à 22 paramètres, puis il n'y a plus rien qui marche. Ouais, c'est ça. Faites pas ça. Facebook Live Producer. Oui. Ben, c'est pas compliqué. Vous allez dans votre Facebook, vous tapez Facebook/live/producer. Et vous allez tomber sur le producteur de vidéos live qui est moins connu là, pour la plupart des gens. Ils utilisent le bouton live directement dans leur Facebook, mais dans le live producer, on peut aller directement en direct à partir de notre webcam ou on peut aller chercher une clé de diffusion, là, comme on voit, comme je vous parlais, choisir notre logiciel de diffusion. Et là, il y a des millions de paramètres. Et dernièrement, il y a quelques semaines, ils ont ajouté tout plein de nouvelles options. À cette heure, on a des bots conversationnels, donc on peut programmer des messages comme dans Twitch. C'est pas surprenant, ils font compétition à Twitch et ils veulent Ben rapatrier le oui. monde. Ben oui. Fait qu'à la star, on a des bots qui peuvent envoyer des messages à tous les temps de minutes. On a la possibilité d'avoir des transitions dans l'image qu'on peut programmer. On a la possibilité de contrôler le chat. Est-ce qu'on veut que le chat soit ouvert à tout le monde, restreint, rapide, lent? Est-ce qu'on veut bloquer des mots-clés? Est-ce qu'on veut rajouter des modérateurs? Est-ce qu'on veut être payé par des étoiles, l'équivalent des bits dans Twitch? Tout ça peut être programmé, évidemment. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est à partir de là que vous faites ça. Et généralement, vous lancez votre logiciel de diffusion en mode diffusion et vous allez voir dans l'écran central de votre page de producer l'image de votre diffusion apparaître et là, vous allez avoir le bouton Go Live et vous allez tomber live Facebook. Évidemment, c'est une introduction. Paquet de vidéos sur Facebook, YouTube pour vous expliquer comment ça marche. Ouais, ouais. Prochaine, ça, c'est tous les paramètres là, qui sont dedans. Je ne vous en parlais pas trop. Twitter Media Studio. Ça, c'est plus compliqué. Il faut savoir que ce n'est pas disponible à monsieur, madame, tout le monde. Il faut que votre compte soit en mode professionnel. Par chance, vous pouvez choisir de transférer votre compte Twitter en mode professionnel. Puis à partir du moment où vous êtes en mode professionnel, vous allez avoir un onglet de plus à gauche qui est le mode Media Studio. Et dans Media Studio, vous allez avoir votre Media Library qui va apparaître. On ne voit pas très bien, mais en haut, vous avez un lien qui s'appelle Producer, producteur. Et quand vous allez cliquer dedans, vous allez tomber dans cette image-là dans laquelle vous allez générer une diffusion. Et quand vous allez générer une diffusion, vous allez avoir évidemment ce qu'on vous parlait tantôt, la clé d'encryption, l'URL et les paramètres de base de diffusion de, voulez-vous qu'il y ait des commentaires, pas de commentaires, ces choses-là.
Et encore là, vous lancez votre diffusion dans votre logiciel, l'image apparaît et vous êtes live sur Twitter. OK? C'est plus compliqué que Facebook et c'était la raison pour laquelle vous ne voyez pas énormément de live sur Twitter parce que la majorité des gens n'ont pas de compte professionnel et que la majorité des gens ne savent pas où aller pour pouvoir l'activer. Facebook Live, YouTube Live. Sachez que vous ne pouvez pas diffuser des lives sur YouTube à moins de 1000 abonnés à partir de votre mobile. Donc, vous ne pouvez pas être dans la rue. Vous savez, tout le monde, il y a eu des scandales de tuerie où les gens se filmaient en live. Twitter dit si tu n'as pas 1000 abonnés, tu ne peux pas. Pas Twitter, YouTube. Par contre, vous pouvez le faire à partir d'un PC. Là, je sais, il y a un paquet de petits whiz qui me parle en arrière de la tête qui me dit ouais, mais il n'y a rien qui m'empêche d'amener un PC, de le connecter dans mon sac à dos, d'être en partage de données sur mon cellulaire. Puis vous avez tout compris. OK? Mais ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui va faire ça. Ça prend une couple de minutes de préparation, une batterie de secours, un paquet d'affaires. Mais oui, ma gang de vous autres, vous pourriez être en live sur YouTube dans la rue. Si vous avez un PC, une connexion à distance, ces choses-là, vous pouvez vous programmer. YouTube, c'est plus facile. Vous cliquez sur l'icône de caméra en haut à droite dans votre page YouTube. Vous choisissez aller en live. Et là, vous allez tomber dans le fameux studio de YouTube. Même chose, URL de diffusion, clé personnelle. Vous programmez ça. Vous lancez votre logiciel de diffusion. Vous attendez que l'image apparaît dans la petite case en haut. Quand vous voyez votre image de live, vous appuyez sur aller en direct. Et là, à partir de là, votre live en direct va commencer. Même chose, paramètres, commentaires, paiement, ces choses-là. La même chose existe sur YouTube. Vous pouvez faire la même affaire. Et en dernier, le streaming Twitch. Vous avez la possibilité de streamer directement de la plateforme Twitch avec votre caméra sans avoir nécessairement de logiciel de diffusion. C'est pas fameux de ce que j'ai entendu dire des gens qui l'utilisent. C'est pas super. Ça fait la job. Mais oubliez ça, les transitions de ces choses-là. Mais pour quelqu'un qui voudrait commencer à diffuser sur Twitch avec sa webcam, qui ne veut pas trop se casser le basic, ben, vous allez dans votre bouton de personnage, vous allez dans les paramètres de stream, puis vous allez avoir le flux, vous allez pouvoir trouver votre clé d'encryption, ces choses-là. Ou plus simplement, comme Patrice disait tantôt, la plupart des logiciels, vous choisissez Twitch, il va y avoir un pop-up qui va vous ouvrir en disant loguez-vous sur Twitch, puis il va prendre en charge la partie suivante de la diffusion sans que vous ayez besoin d'aller jouer dans ces fine-tuning-là. Il y a aussi Guest Star qui a été ajouté là, pour pouvoir avoir des invités dans les diffusions sur Twitch avec leurs outils. Donc, vous pouvez maintenant avoir même des invités directement dedans. C'est nouveau depuis quelques mois. Là. Ah, c'est bon parce qu'ils ne sont pas très rapides pour ajouter des fonctionnalités directement au système. Puis c'est quelqu'un qui veut paramétrer, là, c'est vraiment la base de base. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est nécessaire parce que les logiciels font bien la job. Puis bon, ben. Je vois pas l'intérêt. Non. Fait que c'est ça. C'est un peu le look que ça a, look and feel. Là. Vous allez avoir votre chat, votre vidéo au centre, ces choses-là. Avec les paramètres d'ajustement de flux, votre clé d'encryption, ces choses-là. Et ça, c'est mon setup, ma gang de vous autres. Vous comprendrez que je ne suis pas encore déménagé, donc mon bureau n'est pas idéal, il n'est pas merveilleux. On voit mon ordinateur de travail qui est en background avec mes 3 écrans, donc je ne peux pas utiliser mon ordinateur de travail. J'ai mon ordinateur de diffusion qui est devant moi, devant mon micro avec mon iPad qui me permet de voir la communication. Mon petit écran de côté qui me permet d'avoir un effet visuel que je trouve cool, puis mon écran derrière. C'est du overkill. C'est parce que dans mon travail, j'ai besoin d'un téléviseur pour pouvoir faire des tests sur les chaînes de télé. Hein, je travaille là-dedans. Oui. Donc, j'en ai un, mais autrement, je ne le mettrais pas. Moi, ce que je planifie, Patrice, j'ai vu de plus en plus d'écrans. J'ai appris cette semaine qu'il y a des écrans qui sont picture in picture in picture by picture. Et ce type d'écran-là, je ne connaissais pas et là, je découvre un nouveau monde. Il n'y en a pas beaucoup. Ces écrans-là permettent d'avoir 2 sources dans une même image, soit en picture in picture, comme on est habitué, c'est-à-dire une image principale avec un petit écran dans le coin, ou en picture by picture, c'est-à-dire 2 écrans équivalents, égales dans un même écran de 2 sources différentes. Et là, je lorgne une compagnie qui s'appelle Sceptre, qui fait des écrans de bonne qualité, qui sont bien ratés, qui ont
4 HDMI, un DisplayPort, un USB-C, qui permet d'avoir 2 sources en même temps et des écrans wide, donc 21:9, qui permettent d'avoir 2 écrans dans un écran qui sont de grandeur normale. Donc, je pourrais avoir 4 sources. Et là, ce que ça me permettrait, Patrice, c'est de ne pas avoir d'ordinateur empilé comme vous voyez dans l'image et d'avoir mes écrans devant moi et de pouvoir switcher d'une source à l'autre et d'avoir mes écrans un peu comme toi devant moi. Et là, je peux switcher ordi de travail, ordi personnel sans avoir besoin de plugger, dépluguer des fils, ce qui pour moi est un enfer Oui, oui, depuis oui. que je fais ça. Donc, vous voyez mon espèce de lampe de grand-mère à gauche, mon fil LED qui est à droite. Puis, dans la dernière image, on a mes 2 Newer qui sont plantés vers le plafond, qui c'est pas idéal parce qu'on a les reflets dans mon écran. Il devrait être au sol, mais comme j'ai un divan, je peux pas. Bref, j'ai hâte de déménager, Patrice, parce que dans mon nouveau studio, ça va être sa coche. C'est cool, ça, c'est cool. Et pas dans le C'est tout cabanon, pour hein? moi. Non, pas dans le cabanon. Alors, c'est tout pour moi, Patrice, pour le petit tour d'horizon. C'était bien, bien agréable et il y avait beaucoup de stock. Et de mon côté, on va revoir un peu mon évolution en images et je vais vous reparler de certaines choses que Patricia vous a parlé. Mais avant, on y va avec mon petit segment. Ce n'est pas le bon écran. C'est ça, je veux dire. Excusez-moi. Ben oui. Ça va être dans le blooper. Ah oui, c'est sûr que ça va être dans le blooper. C'est juste que là, pourquoi il m'a mis ça? Hey, où cet écran-là, Patrice? Pourquoi il m'a mis ça? On va prendre lui. Ah! Mais c'est pas plus ça. Attendez, je vais aller à Non, l'autre, parce que là. là, c'est ta présentation qui est comme pas full screen. Ouais, c'est ça, mais tantôt, là, c'est parce que j'ai joué avec mon Stream Deck, puis je pense que j'ai pas bien aligné mes bebelles. Alors, je vais juste retourner à celui qui marchait. 2 secondes, qui est celui-là ici. Bon, lui, il devrait être pas pire. Ah! Ah, c'est ça. Donc, l'évolution de mon studio. Au départ, j'avais l'idée de faire un podcast et j'ai fait un podcast avec un certain nombre d'épisodes. Et ce que j'ai fait, j'avais un petit Mac Mini 2014 là, que j'utilisais plus, qui agissait comme serveur pour un logiciel que j'utilise. Puis la compagnie était maintenant dans le cloud, donc je n'avais plus vraiment d'intérêt d'avoir de serveur. Donc j'ai décidé de l'utiliser puis de dire, bon, ben, je vais enregistrer un podcast, puis je vais expérimenter un peu le processus. Donc, je me suis acheté un écran. Alors, puis là, vous ne le voyez pas, là, mais un premier écran que j'ai revendu. J'en ai rajouté un deuxième. Après ça, j'en ai acheté un troisième pour avoir 2 écrans sur mon Mac Mini qui permettait d'avoir 2 écrans. Et là, vous voyez le premier setup avec mon Blue Yeti comme micro en haut, avec un petit O-ring que je me suis acheté Un pas diffuseur cher. en papier de soie. C'est ça. On va y revenir là-dessus, mais OK. on a le O-ring en haut que j'ai acquis pas trop cher sur Marketplace. Et à gauche, j'ai un vieux iMac que j'ai toujours là, qui date de 2010 ou 2011. Mais il fonctionne super bien. Puis je l'utilise pour d'autres fonctions, là, pour scanner des documents ou pour avoir une autre station de travail si jamais j'ai besoin d'avoir une autre station pendant que je travaille. Donc, ça me permettait d'avoir cette facilité-là. Et malheureusement, à ce moment-là, ben, ma fille, j'ai une de mes filles qui habitait tout le temps à la maison, donc sa chambre est en arrière et j'étais dans le sous-sol, dans un coin, et j'essayais de m'organiser avec l'espace que j'avais pour pouvoir enregistrer, mais ça faisait la job. Et ce que je ne vous ai pas montré là-dessus, c'est que je m'étais fait en bois une structure où je mettais des oreillers alentour du micro pour pouvoir vraiment avoir un son sans bruit. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Parce que le Blue Yeti, son désavantage, c'est que même si le gain est à 5 ou à 3 il capture énormément de bruit ambiant et très aigu comme son. Donc, le moindrement qu'il y avait quelqu'un qui marchait dans la maison, on entendait les sons et ça devenait non praticable. Je devais dire aux gens, sortez de la maison le temps que j'enregistre, puis vous reviendrez après. Puis là, il faut que je me croise les doigts qu'il n'y a pas une tondeuse qui passe pendant ce temps-là, si c'est l'été ou qu'il y ait une charrue l'hiver. Donc, tout ça pour dire que
C'était le setup original que je me suis fait. Puis vous voyez, même, je mettais des blocs de bois pour relever un peu Les écrans. les écrans Pour là, les ajuster, ouais. ouais, pour qu'ils soient un petit peu plus hauts avec une vieille chaise que j'avais depuis des années. Donc, c'était mon premier setup. Puis bon, ça me permettait d'être fonctionnel au démarrage. Par la suite, j'ai décidé de me bâtir un green screen, un écran vert en arrière pour commencer à faire de la diffusion sur Zoom, puis éventuellement, je me suis dit, peut-être que je pourrais aller sur Twitch. Donc, j'ai vu une vidéo d'un gars qui montrait comment développer un green screen maison en bâtissant une structure avec des tuyaux, je pense que c'est d'une demi-pouce. Un PVC. En PVC qu'on achète là, chez le quincaillier. Donc, je me suis acheté les tuyaux avec les joints, tout ça, et je me suis bâti une structure. Et le gars, lui, disait vous pouvez acheter des nappes vertes en plastique là, à 1$ au magasin, au magasin 1$ Dollar Store. c'est ça. Et je m'en suis acheté 2 avec du tape. J'ai essayé de fixer ça. Et ça donne quand même un résultat intéressant. Pour le prix, là, c'est vraiment surprenant. Donc, 2 nappes pour que ce soit plus opaque. Dans mon cas, il y a une fenêtre en arrière, donc ça pouvait causer des problèmes durant le jour, même si je fermais les stores. Donc, avec 2, c'était un peu mieux. Puis, bon, on l'ajuste en fonction de la distance entre nous et l'écran vert pour que ce soit optimal pour la caméra. Donc, j'ai commencé avec ça. Et par la suite, j'ai décidé de me bâtir moi-même des soft lights. Donc, comme Patricia vous a dit, il faut rétro-éclairer l'écran vert en arrière. Donc, je ne voulais pas investir dans des lumières. Alors, je me suis procuré des lampes électriques de chez Ikea, okay, c'est juste le morceau que tu visses. Donc, je me suis acheté des boîtes de plastique au magasin 1$ avec une mèche assez grosse pour faire mon trou à drill. Et après ça, je pouvais insérer et visser ma lampe électrique à l'intérieur du contenant de plastique. Après ça, avec un petit peu de colle en spray, on colle du papier d'aluminium, on met des ampoules et on recouvre ça de papier. Dans mon cas, j'ai acheté un rouleau de papier pas cher là, chez Homer de Serre et j'ai tapé le tout et ça faisait ma softbox. Très bien le travail. Oui, c'est beau, hein? J'ai travaillé là-dessus fort, puis le résultat est vraiment bon. Je les ai toujours. Je les utilise plus, mais je les ai toujours. Et évidemment, le problème, si je les mettais à terre à cause de la distance entre les boîtes et l'écran, il fallait les relever. Donc, je me suis trouvé des supports à speaker usagés et je me suis vissé dessus des bouts de planche pour faire des petites tablettes. Donc, j'ai trouvé ça, là, ça n'a pas coûté très cher. J'avais les ampoules. La colle, je l'avais déjà. Le papier d'aluminium aussi. Donc, avec un budget quand même assez raisonnable, j'ai pu me faire deux softbox. S'il aurait fallu que j'en fasse plus, ça n'aurait pas coûté bien, bien plus cher. Le plus compliqué, c'était de trouver les fameuses lampes Ikea parce que je pense qu'il y en avait. Moi, je les ai achetées en magasin, mais j'essayais de les acheter usagés, puis ça coûtait quasiment plus cher usagé. Donc, des fois, il faut magasiner puis dire OK, je vais aller virer au Ikea, puis je vais aller me les chercher. Là, ça va être moins cher que d'essayer de les trouver usagés ailleurs. Donc, ça a été mon premier setup pour mon écran vert. Le seul problème avec les nappes de plastique vertes, c'est qu'elles sont en plastique et la lumière reflète dessus. Donc, ça devenait un enjeu des fois pour l'opacité du verre. Oui, c'est ça. Contrairement à si on a un tissu vert où là, c'est beaucoup plus facile de le rétro-éclairer, puis même s'il y a des plis, c'est pas si pire, là. Par la suite, je me suis acheté... Petit arrêt, je veux juste dire à ceux qui ne savent pas, on utilise la couleur verte parce que dans l'environnement de tous les jours d'une maison, d'un studio, whatever, c'est une couleur qui est peu utilisée dans la déco, dans les objets, dans tout. Donc, vert, c'est parce que c'est facile à identifier par rapport à une caméra. Sachez que la plupart des logiciels, OBS et autres, n'oblige pas à utiliser vert. Donc, vous pourriez choisir. Si votre mur est complètement rouge en arrière de vous, orange ou bleu ou vert ou whatever la couleur,
l'important, c'est que la couleur soit égale et qu'il n'y ait pas d'ombre et de reflet, mais vous Oui, pouvez aller programmer dans le logiciel et dire ignore tout le vert, le rouge qui est derrière moi, puis ça va faire exactement la même chose. c'est ça. Donc, dans ma version subséquente, je me suis carrément acheté un green screen. J'ai trouvé un green screen. Je me suis acheté des petites pinces pour pouvoir les clipper sur mon rack. OK, Et le le pli. fait Pardon, ouais, pour pas qu'il y ait de plis, puis pour avoir un maximum de surface. Et ça m'a permis, avec aussi les nappes en arrière, d'avoir vraiment plus d'opacité. Là. Donc, c'était vraiment opaque et même s'il y avait de la lumière en arrière, c'était quand même très bien. Là. Ça permet au softbox de bien illuminer ce fond vert-là. Mhm. Et le résultat était beaucoup supérieur avec ce setup-là. Donc, déjà, là, j'avançais d'un pas dans mon objectif de pouvoir diffuser. Et vous voyez à droite, bon, ben, j'ai mes deux écrans. Voilà, à ce moment-là, je pense que j'avais vendu un écran. Là, j'avais mon iMac que j'utilisais avec la caméra du iMac. Je n'avais pas encore ma caméra Mhm. Logitech. Donc, mais ça faisait le travail là, avec Ouais, le ouais. O-Ring. Là, j'étais capable de diffuser, d'aller en zoom. Et c'était très fonctionnel là, en termes de façon de procéder. Par la suite, Les j'ai tuiles. déniché parce que là, je voulais aussi faire du podcast, donc j'essayais d'isoler ma pièce et je me suis déniché c'est des couvertures anti-son, anti-bruit, qui sont utilisées souvent dans des studios pour des musiciens ou pour même enregistrer la voix. Donc, j'ai réussi à en dénicher 7 sur Marketplace. J'ai eu ça à un bon prix, là, style à peu près 20$ la couverture au lieu de 80-90$, donc un très bon prix. Et là, j'ai décidé de me bâtir le fameux background que vous voyez actuellement avec des tuiles de 3 dimensions. Donc, ça n'a pas coûté très cher. Le plus cher, c'était vraiment les tuiles. Ça, j'ai pas le choix. Il fallait que je les achète. Là. Mais je me suis acheté des panneaux au magasin à 1$, des panneaux de foam là, pour faire du bricolage avec du tape blanc. Je me suis fait une grande surface et j'ai collé avec de la colle mes panneaux, un à côté de l'autre. J'essayais de faire attention pour que ce soit vraiment parfait, mais la réalité, c'est qu'on avec une caméra, présentement, vous ne On le voyez pas voit les pas. imperfections. Non. Non. Fait que des fois, on se dit, hey, j'ai dépassé là, c'est pas grave. Là. On le Stressez-vous voit pas avec pas. ça. Non, c'est ça. Non. On voit absolument rien. J'ai fait quand même une belle job. Là. Tout est bien aligné, c'est droit. C'était ça l'important. Là. On ne veut pas que ce soit pas à niveau puis qu'en arrière, ce soit un enjeu. Là. Donc, parce que sinon, il faut se réajuster. Donc, tout est bien droit, c'est bien fait. Et ça a été mon premier backdrop là, avec des lumières. Je me suis acheté des petites lumières. Encore là, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube où le gars il a analysé à peu près 50 différentes lumières portatives avec les pour et les contre de chacun. Il a fait des tests de luminosité, il a fait un paquet de tests. Et je suis arrivé à la conclusion d'acheter ces deux petites lumières-là qui sont laissez-moi juste retrouver le nom parce que c'est important, mais on pourra. Vous les avez dans la page de biographie. Là, j'ai mis à Mhm. jour ce que l'on a là, c'est c'est dans mon décor qui est ici. Les eVisi G2 Pocket RGB Camera Light. C'était pas donné, là, c'est environ, de mémoire, peut-être 50-60$ chacune, mais ça vient avec des petits supports. On peut choisir les couleurs que l'on veut, la force que l'on veut. Et là, ben, je m'étais mis un petit bucket, là, une petite boîte en plastique, je les ai mis dessus. Et là, c'est là que j'ai commencé à expérimenter un peu, bon, où c'est que je les mets, comment je les mets, à quelle distance, à quelle Force, hauteur, ouais, quelle force, exact. quelle couleur fonctionne, quelle couleur ne fonctionne pas. Là, on rentre vraiment dans l'apprentissage et jusqu'à temps où il faut prendre des notes. Là, hey, ça a marché, ça n'a pas marché. Parce qu'à un moment donné, on ne se souvient plus ce qu'on a fait, les distances qu'on a utilisées aussi. Mhm. Donc, vous avez le résultat à droite là, du fameux mur. Et de l'autre côté, j'ai gardé mon écran vert. Je me suis dit, ben, Fait que tu peux le tourner. ouais, je peux le Ouais. tourner facilement. C'est pas très pesant. Puis ça me permettait d'avoir cette possibilité-là, d'avoir un écran vert si jamais j'en avais besoin. Puis il est suffisamment haut
parce que je me suis assuré, moi, je suis quand même, je ne fais pas 5 pieds, donc je me suis assuré d'avoir quelque chose de suffisamment haut pour que ça puisse bien, bien fonctionner. Par la suite est venu le Mac Studio. Je n'avais pas encore investi au niveau du Mac. J'avais encore mon vieux Mac de 2014. OBS fonctionnait bien dessus, mais malheureusement, il y avait des limitations. Quand je faisais certaines diffusions, après un certain temps, ça plantait, la caméra ne marchait plus. Ouais, mais le Mac, là, il roulait. C'est un petit processeur Intel qu'il y a dedans. Il n'y avait pas énormément de mémoire vive. Là. Il fonctionnait, là, il ne plantait pas, mais à un moment donné, des fois, il fallait lui donner un petit break là, parce qu'il commençait à chauffer, surtout quand les diffusions duraient très longtemps. Et donc, je me suis dit, est-ce que je vais vers le Mac Mini M1 ou... parce que le M1, l'enjeu que j'avais, c'était le nombre de ports qui était l'enjeu. Pour tout brancher, tout ce que je voulais brancher. Et là, de m'acheter un docking station en plus, bien, ce que ça fait, c'est que ça augmente le coût pour le même appareil. Donc, je suis arrivé à la conclusion d'aller tout de suite vers le Mac Studio avec le modèle de base. Je n'ai pas été dans quelque chose de plus rapide. Déjà, c'était un processeur M1 Pro, donc non, c'est un M1 Max que j'ai. Donc, ça fonctionne comme pas à peu près avec 32 gigs de RAM. Et j'avais 2 écrans, deux cinéma display plasma que j'ai éventuellement remplacés. Et là, on voit déjà à droite que j'ai commencé à m'équiper des lumières Elgato. Les Keylight. Elgato a 2 types de lumières. Ils ont Il y a leurs les Keylight. les Keylight. Ouais, il y a des Keylight puis les Light, là. Excuse-moi, les Keylight Air et tu as les Keylight. Le Air est beaucoup plus petit comme surface, comme luminosité, mais ce que je me suis aperçu, c'est que je les utilise peut-être à 20 ou 30 de luminosité. Donc, je n'ai pas intérêt à acheter une lumière plus puissante. Il va falloir que je redescende à 10 de luminosité. Donc, j'avais un meilleur deal d'avoir des Air que je vais utiliser à 30-40 que d'acheter des plus grosses à 10 ou 20 Donc, en termes de prix, c'était préférable. Et Elgato a un modèle de 2 light, Un paquet, ouais. un paquet de 2 qui est beaucoup moins cher que des acheter individuellement. Donc, là, ça valait la peine de ce côté-là. Donc, ça donne une idée du setup que j'avais toujours dans mon sous-sol, toujours avec les limitations d'espace que j'avais pour pouvoir avoir le background, la bonne luminosité. Et là est venue la webcam que vous voyez là, sur l'écran, là, qui est la Le C920. Oui, c'est ça. Je vais vous la montrer tantôt. Je l'ai installé. Vous allez pouvoir voir en direct dans le studio. Donc, qui est quand même une belle petite caméra. C'est sûr que il faut jouer avec les ajustements. Les logiciels d'ajustement, ce n'est pas tout le temps évident. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Des fois, ils ne sauvegardent pas les paramètres, il faut les rechanger. Bon, ce n'est pas idéal. Peut-être que sur un PC, ça fonctionne mieux. Moi, sur mon Mac, des fois, l'application réagissait un petit peu mal. Il fallait que je recommence ma configuration. Je te confirme que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, OK. C'est pas leur force. Leur force, c'est les équipements. C'est pas le logiciel. Puis c'est dommage parce que l'équipement, là, elle permet beaucoup de choses. Oui. Mais le logiciel ne rend pas honneur à la qualité de l'équipement. Tu n'es pas capable de garder un profil puis de le loader. Puis ça... C'est ça. Peut-être qu'OBS le permet sans passer par leur logiciel. C'est peut-être ça la solution. Mais je ne me suis pas rendu là. Donc, regarde, je vais essayer de faire ce que je pouvais avec ce que j'avais à ce moment-là. Par la suite, je me suis acheté un trépied de micro, pas cher, je pense que j'ai payé 10$, 15$. Et là, j'ai décidé de visser avec des petits adapteurs spéciaux mes lumières sur un pied de micro. Parce que là, la boîte, le problème, c'est que dès que je reculais un peu avec la chaise, ça rentrait dans la boîte, tout tombait. C'est là qu'on expérimente la gestion de l'espace. Tu as un beau look à l'écran, puis là, tu fais comme... Oups, là, je ne peux plus bouger, c'est ça. Donc, je me suis dit, avec une base en fonte, un vieux pied de micro, là, il y avait à vendre. J'ai trouvé ça pas trop cher. Puis, je me suis commandé les bonnes clips qui étaient compatibles. J'ai vissé mes choses et bingo, ça fonctionne. Encore aujourd'hui, vous allez voir, c'est ça que j'ai.
ça fonctionne super bien. Si je veux déplacer, ben, je déplace le pied de micro puis c'est fini. J'ai pas 10 000 affaires, puis ça ne prend pas beaucoup de place à terre là, en termes de pieds carrés ou de pouces carrés. Vous voyez mon Stream Deck que j'ai ajouté. Et à gauche, le fameux Rodecaster Pro là, qui a été nécessaire. Parce qu'à ce moment-là, j'ai changé de micro. Le micro que vous voyez présentement, c'est le micro que j'ai utilisé pour remplacer mon Blue Yeti que j'ai vendu. Suite à mes recherches, je suis arrivé à la conclusion que c'était le micro qui répondait à mes besoins. Il n'est pas très dispendieux. On parle peut-être de 100 ou 110 $. C'est le Audio-Technica, le 2040 que j'ai. Et je suis vraiment surpris de la qualité du c'est une son. belle qualité. Oui. Et il y a même, tu sais, tu parlais tantôt de rajouter un pop muffle, filter ou ouais, un un foam. pop filter, ouais. Ben, il y a même quelqu'un qui dévisse le bout ici, parce que ça se dévisse. Il s'est rajouté un petit foam dedans pour augmenter l'absorption des P et des B. Donc, on peut même tweaker un petit peu notre micro sans avoir un gros foam par-dessus. Donc, moi, ça répondait vraiment à mon besoin. Il n'est pas trop gros. Il a un bon son. C'est un XLR dans ce cas-ci. Et il est branché directement dans mon Rodecaster Pro et j'adore le mixte des deux. Donc, c'est là où j'en étais dans mon setup. Par la suite, on continue à évoluer. Là, on est l'été passé. Là. Vous voyez à droite, là, j'ai mon O-ring, là, ma lumière. Je me suis acheté un support à lumière de DJ. Un gars vendait ça et j'ai fixé sur la pôle en haut qui servait à fixer les lumières durant des parties. Là. J'ai fixé ma lumière dessus et ça s'étire quand même jusqu'à 8 pieds de haut. Là, donc, ça me permettait d'avoir une lumière par-dessus. Donc, encore là, je n'ai pas payé cher. Je pense que j'ai payé 20$. Là. Ça vaut une fortune. C'est fait en métal. Ça pèse une tonne. Mais tu sais, il y a plein de choses de disponibles dans vos régions. Vous pouvez magasiner. Puis pour pas trop cher, vous pouvez vous faire un setup qui fait bien de l'allure. Puis de toute façon, les gens ne le voient pas. En longtemps que c'est solide et ça fonctionne, là, les gens ne le voient pas durant votre live. C'est vraiment de l'accessoire alentour. Là. Donc, là, on le voit dans un autre point de vue. Et là, je me suis acheté un premier support à écran. Un premier, enfin oui, c'est le premier que j'ai acheté. Et vous voyez, là, je me suis acheté un adapteur VESA pour mon écran Apple en arrière pour lui permettre d'avoir la bonne hauteur. Dans mon cas, il fallait que j'achète vraiment un long poteau parce que je voulais avoir l'écran au-dessus des écrans qui sont sur la table, sur le bureau. Donc, il fallait vraiment que je monte en hauteur. Donc, j'ai acheté le bon type de support en conséquence et de pouvoir l'ajuster dans le bon angle pour mon besoin. Donc, c'était le setup à ce moment-là. Par la suite, ça a continué à évoluer. Je suis rentré dans la chambre. Ma fille a quitté la maison. Donc, la chambre s'est libérée. J'ai pu prendre contrôle de la pièce. Et là, j'ai pu mettre en œuvre la vision que j'avais, c'est-à-dire mettre mes couvertures anti-bruit le long des murs. Et les couvertures ont un côté blanc, un côté noir. Donc, j'ai décidé de mettre le côté blanc qui me fait face. Comme ça, s'il y a de la lumière, ça peut reprojeter sur moi. Parce que c'est une des techniques d'éclairage. On pourrait projeter la lumière sur le blanc pour que ça revienne sur nous, pour que ce soit plus soft, là, moins direct. Et en arrière, c'est plus noir pour absorber la lumière, bien évidemment, éviter les reflets. Et pour les fixer, bien, moi, je ne voulais pas investir dans des racks, malgré que j'ai regardé l'option d'avoir des racks ou des... Je me suis acheté de la chaîne, pas trop chère, en rouleau, que j'ai juste mis en boucle sur mes trusses parce que j'ai un plafond suspendu. Ah, nice. Et avec des petits mousquetons, j'avais déjà les œillets sur les couvertures. Donc, juste avec des mousquetons, vous voyez, là, sont juste clippés. Fait que le jour où je veux changer, ben, mon plafond, je le replace comme il était. J'ai pas de bris. Oui, les tuiles sont un peu déplacées, mais bon, c'est minimal.
Et ça permet de suspendre les couvertures tout autour du studio pour vraiment absorber le son et la lumière. Donc, et au niveau du décor arrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des panneaux de feutre alentour. Donc, si on se souvient, là, juste avant, là, vous voyez, c'était blanc, c'était le fameux carton là, que j'utilisais. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste collé avec du petit tape double face des panneaux de feutre que j'ai coupés en haut en moitié. Sur les côtés, ils sont pleins de grandeur. Et ça m'a permis d'étendre ma surface avec une couleur plus neutre. C'est comme un noir-gris. Là. Et ça permet à ce moment-là à l'éclairage d'être, comme vous voyez présentement à l'écran, là, en bas, vous voyez le feutre en bas là, qui paraît noir. Sur les côtés, on ne le voit pas beaucoup à cause des étagères, là, mais c'est vraiment feutré de chaque côté. Donc, vous voyez mon O-ring, là, ma lumière en haut à droite. J'ai trouvé un autre support, un support à lumière qui doit dater des années 50 ou 40 en métal. Qui fait la job. Qui fait la job. J'ai juste repris les mêmes petites pièces qui permettent à mes deux lumières de background d'être fixées sur le pied de micro. J'en avais d'autres, donc j'ai fixé ma lumière sur le côté. Et là, ça me permettait d'avoir deux lumières ici devant et ma lumière sur le côté pour pouvoir m'éclairer sur le côté et essayer d'enlever des ombrages au niveau de ma figure. Par la suite, on continue. Photo de chat. Une présentation n'est pas une présentation s'il n'y a pas une photo de chat, donc j'ai juste mis une photo de chat. Et elle avait compris qu'elle avait de l'espace sur le bureau pour pouvoir venir me voir. Donc, c'est la chatte de ma fille. On continue. La caméra. Donc, après des recherches, j'ai décidé d'investir dans la caméra. Ça s'est fait graduellement. Je me suis procuré la Sony, la ZV-E10. Et je me suis acheté sur eBay, pas trop cher, une lentille 16 mm f2.8. J'ai vu encore là une autre vidéo YouTube qui montrait la qualité de cette lentille-là qui était beaucoup moins chère qu'une autre qui était à peu près équivalente. Et j'ai réussi à l'avoir à un prix bien raisonnable sur eBay d'un gars, je pense qu'il était à Vancouver ou à Calgary, qui m'a envoyé ça. Et la lentille était comme neuve, là, donc je n'ai pas eu besoin de dépenser une fortune. Et ça fait la job. Vous voyez le câble HDMI qui va directement dans un capture card de Elgato, donc qui est en arrière du Mac. Et je me suis procuré un autre bras que j'ai fixé sur un autre poteau que je me suis acheté pour vraiment fixer ma caméra sur ce bras-là. Donc, j'ai carrément enlevé la monture VESA sur le devant. J'ai juste le bras que je peux plier pour avoir la bonne profondeur, évidemment. Là, je ne vais pas l'avoir trop avancé. Et je me suis acheté une série de petits adapteurs que j'ai vissés pour pouvoir monter ma caméra à la bonne hauteur pour mes yeux. Donc, j'ai une hauteur qui est raisonnable ici et qui me permet d'avoir la bonne hauteur. Et parce que la caméra est comme légèrement en arrière de mes écrans, ça permet à la ventilation, j'ai une fenêtre en arrière de la couverture, donc de pouvoir aérer, parce que je me suis aperçu aussi que les écrans génèrent de la chaleur. Et donc, c'était une question de placer les écrans aux beaux endroits, d'ouvrir la fenêtre, et depuis ce temps-là, je n'ai plus de problème. Ça a tout réglé les problèmes de chaleur et de clipping de la caméra. Donc, c'était pour la partie caméra. Évidemment, le gros avantage du Mac Studio, c'était le nombre de ports. J'ai suffisamment de ports pour fonctionner. Il m'en reste même qui sont libres. Donc, j'ai encore un port de disponible en arrière, un port Thunderbolt. Et en avant, vous voyez dans la photo du bas, là, je peux me brancher mon lecteur DVD quand je veux être capable de pouvoir diffuser des séries que j'ai en DVD que je suis capable de copier directement sur mon ordinateur. J'ai deux ports en avant, deux ports Thunderbolt que je peux utiliser avec un adapteur. Donc, ça me permet... Là, présentement, c'est ma caméra qui utilise un de ces deux ports-là. Et j'ai poursuivi avec
l'ajout d'étagères, comme vous voyez présentement en arrière. Donc, 2 petites étagères, un peu de gouache pour mettre pour mettre du noir en dessous des tablettes qui n'étaient pas noires parce qu'il y avait du reflet, on voyait. Donc là, présentement, tout est noir. Un petit panneau en arrière noir que j'ai ajouté en carton juste pour me permettre d'avoir un fond qui est neutre et non pas qu'on voit à travers puis qu'il y ait autre chose. Et des light strips. Donc, des light strips d'Elgato. Dans mon cas, j'ai décidé d'y aller avec Elgato, même si c'était plus cher, parce que là, dans mon setup, je suis Elgato mur à mur sur mon Stream Deck. Donc, je contrôle tout d'un seul endroit. Je n'ai pas plusieurs applications ou des manettes. Oui, c'était un peu plus cher, mais je me dis, sur le long terme, je vais gagner à avoir centralisé ma gestion parce que j'ai un bouton et tout allume à la bonne force. Donc, je n'ai pas à me préoccuper de rien. C'est super facile de partir le studio. Il faut comprendre que, bon, pour vous, on diffuse les mardis soirs, je diffuse des fois durant la semaine, mais j'utilise aussi mon studio pour mes propres besoins avec mes clients. Donc, il ne faut pas que ça prenne beaucoup de temps pour être prêt à démarrer avec soit une formation, soit une rencontre avec un client. Donc, j'essaie que mon studio soit le plus fonctionnel rapidement dans mes besoins quotidiens là, avec mes clients. Et j'ai recyclé mon fameux support à lumière de disc jockey pour soutenir finalement mon background, là, ma structure en arrière. Parce que là, le risque, c'est que des fois, ça voulait basculer comme ça. Donc, des velcro. On a attaché ça comme faux, j'ai attaché ça comme faux et c'est vraiment le support qui maintient en place le tout. De cette façon-là, je suis sûr que c'est solide, je n'ai pas à me préoccuper de rien. Puis il y a un espace minimal pour aller dans le garde-robe, si je dois aller dans le garde-robe, et bien évidemment, pour pouvoir être fonctionnel dans la chambre, si jamais, parce qu'il y a encore du stock dedans, donc ça se peut qu'on doive y retourner. Donc, c'était le studio. Là, vous voyez, j'ai pris une photo ce matin. Je me suis fait des petits supports à tablettes en bois pour pouvoir les soulever parce qu'ils étaient trop bas. Je me suis aperçu que les tablettes étaient trop basses. Donc, du vieux bois que j'avais, un peu de colle. Je me suis coupé des petites pattes avec un vieux 2x4. Et peut-être que vous voyez légèrement, là, mais j'ai des bouts de tape à terre parce que là, ça se peut que je bouge mon studio. Si je veux passer, des fois, c'est un peu trop. Mais il faut les remettre. Tes choses. Oui, exact. Ben oui. Fait un petit bout de tape vert. Je sais que le coin va là, le coin va là. Tout est bien aligné. Là, vous comprenez que quand vous regardez une scène de théâtre ou une scène puis qu'il y a un paquet de tape à terre, là, c'est pas là pour rien. Non, c'est ça. C'est pour éviter bien des problèmes d'ajustement puis d'angles, s'il y a des angles qui sont requis ou de profondeur. Là. Donc, c'est le studio. Donc, maintenant, j'ai 3 écrans. J'ai 4 écrans, excusez. Mon Mac Studio permet d'avoir 4 écrans. Je me suis rajouté une lumière Elgato Air à droite au lieu du O-Ring. J'ai décidé de me gâter, puis je me dis tant qu'à faire, parce que encore là, le O-Ring commençait la lumière commençait à fliquer un peu. Ouais, c'est ça, là, ça ne marche pas. Là. Ça devient difficile pour les gens de regarder ça, et même pour moi d'avoir ça qui ne fonctionne pas comme il faut pendant qu'on diffuse. Et je me suis acheté une chaise. Je ne m'étais jamais acheté de chaise. J'avais une vieille chaise depuis à peu près 20 ans qui n'était pas confortable. Donc, j'ai décidé d'y aller avec une chaise Norman Miller qui finalement est à peu près dans les prix de la... Parce que Logitech en fait une Norman Miller, là, c'est le même modèle. C'est juste que là, j'avais le choix, moi, dans mon cas, des couleurs au lieu de prendre la couleur noire par défaut. Finalement, elle revenait un peu moins cher quand on l'achetait sur commande versus quand on paye le prix de Logitech, là, la cote avec Logitech. Donc, j'ai décidé d'y aller avec cette chaise-là qui est hyper confortable et j'en ai besoin évidemment pour mes besoins avec mes clients, c'est ça, pour travailler. Donc, il faut investir dans une bonne chaise. C'est un autre élément. Là. Si on n'est pas confortable puis qu'on doit diffuser longtemps, on doit prendre ça en compte aussi. Là. Donc, c'est le setup. Et ça, je pense que c'est la photo finale de mon setup. Ouais. Présentement, j'ai même un petit iPad en avant qui me permet d'avoir Stream Element avec mes choses en direct. Donc, mon setup, il est complet. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je vous dirais, là, je suis pas mal rendu. Là,
J'ai pas mal tout ce que j'ai besoin. Plusieurs logiciels. Bon, j'ai eCam que vous voyez présentement à l'écran qui permet d'avoir des invités, qui me permet de voir en direct qu'est-ce qui se passe. Je vais vous changer ça. Vous allez le voir en direct. J'ai ma caméra ici. Elle devrait fonctionner ici. Oui. Vous me voyez présentement en direct dans mon setup. Donc, vous pouvez voir à l'écran Patricia ici qui est dans l'écran avec le feed en direct. J'ai mes outils de diffusion de eCam que vous voyez en bas de l'écran. Et j'ai mon moniteur de Twitch en haut. Là, je suis capable de voir en direct qu'est-ce qui se passe sur Twitch. Est-ce que la bande passante est bonne ou non? Combien il y a de personnes qui regardent? C'est quoi les commentaires? Et dans le cas d'eCam, j'ai sur l'écran à droite ici, je peux interagir directement avec les gens dans le compte de Geekzone. Donc, je vois vos commentaires, je peux répondre à vos commentaires, je peux les afficher facilement. Je peux cliquer ici, vous allez voir, le commentaire s'affiche que VA2X JM s'est abonné pour un 5e mois. Merci beaucoup encore une fois. Et ça nous permet d'avoir une diffusion interactive. Des petits écouteurs. C'est pas très dispendieux, ça fait le travail, c'est transparent, vous ne les voyez pas à l'écran de face. Moi, j'ai mes gros écouteurs, fait que vous voyez la différence. Moi j'en ai une paire de gros quand je fais mes ciné-geeks et ces choses-là, mais quand je vais être un peu plus formel, ben, je mets ça et ça fait le travail. C'est pas très dispendieux, puis ça permet d'avoir un look qui est différent que d'avoir des écouteurs. Donc, des fois, c'est un petit plus qu'on peut avoir dans les moments où on en a besoin, surtout si on veut que le look soit peut-être plus professionnel et moins ad hoc en termes de présentation. Y a-t-il d'autres choses que je voulais vous parler? Je vais juste regarder. Évidemment, Patricia vous a parlé du fameux logiciel pour être capable de bien router le son vers la console, puis après ça, vers la diffusion. Moi, dans mon cas, j'utilise Loopback. Il y a d'autres logiciels qui existent sur PC. Là. Donc, c'est ça. Donc, Loopback permet de dire qu'est-ce que j'envoie où et qu'est-ce qui ressort de ça pour aller où. Donc, c'est vraiment bien fait, ces petits logiciels-là. Ça nous permet de contrôler le son et je vous dirais, ça règle des problèmes de feedback, d'écho. Donc, des fois, c'est nécessaire d'avoir ce genre de petits logiciels-là, même si on n'a pas une console, juste pour être sûr que le son va au bon endroit, au bon moment. On ne veut pas avoir deux sources dans un même feed, puis que là, le deuxième vient foutre le bordel. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas à négliger. Bon, il y en a certaines versions qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Donc, vérifiez auprès de la communauté du logiciel que vous voulez utiliser, qu'est-ce qu'ils vous recommandent. Là. Parce que même sur les Mac... On appelle ça des logiciels de câble virtuel. Oui, c'est ça. Puis il y en a qui sont plus sophistiqués que d'autres. Donc, dépendant du besoin, on peut aller vers quelque chose de plus simple ou de plus compliqué. Là, c'est vraiment selon les situations. Donc, ce n'est pas à négliger. Et souvent, c'est un bout de l'équation, le son, qui est compliqué à gérer parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui va où, puis qui s'en va où. Puis des fois, là, c'est conceptuellement, on ne comprend pas comment ça se fait qu'on a un résultat. Là. Jusqu'à temps qu'on expérimente avec ce type de logiciel-là. Donc, moi, je ne sais pas si c'était nécessaire, mais je l'ai quand même acheté juste pour être sûr que la bonne chose s'en va au bon endroit, puis j'ai pu à me poser de questions. Là, Donc, c'est un élément qui est à considérer. L'autre chose que je voulais vous parler rapidement, j'utilise un petit logiciel. Puis ça, c'est bon, peu importe la plateforme, c'est un logiciel open source qui s'appelle Shutter Encoder. Si vous avez remarqué, dans les 8 minutes avant qu'on arrive en onde, il y a un résumé, un sommaire de l'émission précédente. Donc, je fais un petit montage avec iMovie. Mais bon, il y a une contrainte avec eCam. Je ne peux pas avoir une vidéo en arrière avec une autre vidéo en avant. En tout cas, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que je génère un fichier WebM, donc un fichier de format WebM. Et malheureusement, iMovie ne permet pas de générer ce genre de fichier-là. Il permet juste de générer du MP4. Donc,
je réencode le fichier en WebM et je l'ajoute comme un overlay. Donc, c'est comme si c'était un objet web que je rajoute par-dessus, qui est en WebM et qui peut être un par-dessus l'autre. Donc, ça règle le problème. Shutter Encoder, ça fait paquet de choses. Ça fait de la conversion audio-vidéo. Fait que si jamais vous avez des besoins, petit logiciel gratuit, disponible Unix, Linux, Windows et Mac, et ça fait le travail, là. Donc, c'est un beau petit logiciel, beau petit utilitaire que j'ai découvert par la communauté qui m'ont dirigé vers ça, là. Donc, ça résume pas mal. J'ai pas mal couvert les points que je voulais couvrir. Donc, j'espère que ça vous C'est a. assez complet, je pense, Ouais, hein? Patrice. C'était une pas pire émission. Puis en même temps, qu'est-ce qu'il dit VR2? Vous avez définitivement de beaux setups. Ça a été super intéressant, éclairant, définitivement. Les explications de votre parcours versus les équipements, ça permet déjà d'avoir une bonne idée de où s'en aller dans les choix. Je vais définitivement réécouter afin de revoir segment par segment les équipements, me faire de faire un bon choix en fonction de mes besoins. Effectivement, VR2. Et comme je disais, il y a énormément de contenu dans ce qu'on vient de vous dire, donc Oh, c'est pas oui. évident. Puis, tu sais, je conseille fortement de de faire un plan de match de ce que tu veux, de où tu veux t'en aller, Avec ton ces budget. choses oui, avec ton budget, de planifier, puis après ça, une fois que tu as planifié, ben, d'aller voir des reviews sur YouTube, de faire des Oui. comparatifs et éventuellement d'y aller. Moi, il y a une option que j'observe à long terme, c'est la possibilité de faire du unboxing. Ben, si je veux faire du unboxing, Patrice, ça me prend une caméra avec un plan vers le bas. Donc là, on parle d'un autre setup. Est-ce que c'est un setup qui va être à la portée? Donc, je me retourne, je pars dans une scène et je fais mon unboxing. Ou c'est un setup tu sais, c'est tous des éléments que vous devez penser Oui. dans votre long terme en vous disant, parce que dans le design de votre salle, vous devez penser à ces choses-là pour les planifier d'avance. Mais c'est pas Vois-tu, une obligation, mais c'est vite. dans mon cas, quand je veux présenter des comics ou si je voudrais faire du Mhm. unboxing, je vais vous le montrer live, là. C'est pas très compliqué. Ah, t'as déjà ta table, c'est nice. C'est une petite table de camping pliante, là. Puis la beauté, c'est que les pattes sont ajustables à hauteur que je veux. Fait que dans mon cas, je l'ai mis plus basse à rentre-en-tour de mon bureau. Et je me suis mis une nappe noire avec du tape pour délimiter ma surface. Je m'assure de mettre ma caméra ici. Je me suis mis un Tupperware avec une boîte, du duct tape, puis ça fait le travail. Puis ça me permet d'avoir un endroit juste à côté de moi que je peux utiliser. C'est une simple table de camping qu'on a acheté au Canadian Tire. On avait d'autres besoins, Ah, puis on la réutilise. on perd Patrice dès que tu tournes la tête, donc probablement que ton Ouais, micro, mon ben, micro, ouais, ton micro, il n'est c'est pas mon micro que vous directionnel. perdez. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mon micro, il est sensible plus ici quand je parle, là. Mais en gros, la table est disponible dans ce cas-ci chez Canadian Tire. Ça fait la job. Je peux la plier. Je peux la mettre à la hauteur que je veux et ça fait le travail, là. Fait que je pense qu'on a fait le tour, Patrice. Fait que on pourrait conclure en disant planifiez, regardez ce que vous avez. Ne partez pas en peur en disant ça me prend le gros kit de fou, de malade, on rêve tous, tout le monde, d'avoir un studio avec des racks au plafond, puis des lumières, puis des sliders, puis tu rentres dans un studio télé, tu allumes les switches. Mais ça, là, pensez pas à ça tout de suite, à moins d'être riche, là. Quand vous ferez des revenus un jour, peut-être, mais pensez à la polyvalence, à ce que vous avez déjà, à comment éviter de devoir. Ce qui est le plus chiant, Patrice, tu vas être d'accord avec moi, c'est le côté défaire, refaire. Oh, oui, Le oui. côté là, de OK, il faut que j'aille setter mon studio, les lumières, placer ci, replacer Oh, ça. oui. Fait qu'essayez de penser, si c'est votre bureau de travail, comme c'est mon cas, puis le cas de Patrice, ben, il faut qu'il soit polyvalent, que tu sois capable de Voilà, Patricia, on t'a perdu. Je pense que c'est Patricia qui a un petit problème au niveau de son routeur de son côté. On va essayer de la récupérer. Parce que moi, de mon côté, elle est gelée. évite pas que. Ah, le Patrice. Moi, je continue, Patrice. Là, tu es Tu en m'entends train de bien? revenir en vie. Mais tu es très saccadé. Sur Twitch, elle marque tout le long. Fait que je pense que c'est ma connexion, mais c'est pas impossible. Allô, allô?
Oui, là, on t'entend bien. Test. Là, on t'entend bien. Alors, ben, c'est ça, ce que je dis en gros, ben, c'est que, il faut que ça soit pas difficile pour vous. Je pense qu'on va être obligé de Patrice, ça chubby trop. Oui, tu es très, très, très coupé, entrecoupé. Je pense qu'on va être obligé d'y aller, hein. Oui, C'est comme juste ça. vous dire que c'est ça. Prenez le temps de bien planifier. Il y a des choses sur Marketplace, Kijiji, que vous pouvez acheter à rabais. Soyez imaginatifs, écoutez des vidéos, essayez d'avoir des idées. Et à partir de là, ouais, chérie, lâche Netflix. Ouais, je pense pas que c'est ma bande passante de mon bar. Moi, ça me dit que c'est Non. très beau. Mon feed est excellent sur Twitch, donc c'est pas de mon côté. Selon moi, ça a l'air à bien aller. Donc, prenez le temps de magasiner. Allez voir notre page de biographie. Vous avez la liste des équipements qu'on utilise. S'il manque des choses, dites-le nous, on les rajoutera. Mais d'habitude, j'essaie de mettre les logiciels, même les petits détails, là, je les ai mis. Vous les avez de mon côté. Si Patricia, c'est pas assez complet, on va le compléter aussi. Donc, allez voir, on essaie de le mettre à jour. Justement, aujourd'hui, je suis allé mettre à jour des petites choses aujourd'hui pour être sûr que vous avez les derniers petits développements.